Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au conseil municipal de Passy, à cette séance donc du 30 mai 2024. On va commencer comme d'habitude par les questions du public. Après, il y a une présentation qui concernera le transfert de l'eau assainissement à la Comcom pour le 1er janvier 2026. Donc c'était important pour nous de faire un petit point d'étape et vous montrer l'avancée du travail que l'on mène au sein de l'Interco. Mais on va d'abord commencer par les questions du public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Donc il y a une demi-heure, je le rappelle, une demi-heure de questions citoyennes habituelles, maximum. Donc est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Boissoff. Une question sur l'avenue de Barins. Côté passage à niveau de Chède, il y a un énorme trou avec une plaque d'égout. Et quand ça pleut comme ça, on ne la voit pas. Et quand on croise les camions qui descendent de derrière l'usine avec les matériaux, bonsoir, derrière avec les matériaux, on se paye à chaque fois le trou. Ouais. Il va falloir faire quelque chose. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose de prévu, Jean, sur l'avenue de Barins, c'est ça que tu disais? Ouais. Donc on a prévu une intervention. Une autre question. On regrette le groupe du Rock des Filles, les 5 qu'on est à Passy, de ne pas avoir été convoqués lorsque vous avez mis une gerbe au mémorial. Alors chaque année, ça fait déjà plusieurs années, on met une gerbe la veille ou le jour de la catastrophe, et c'est pas une cérémonie officielle. Donc on dépose une gerbe, mais donc aujourd'hui, vous localement, vous êtes toujours sur l'association, non? Vous êtes toujours. On est toujours les 5 qu'on avait été vous voir après une des premières cérémonies. Ouais. Avant l'anniversaire, ouais. Donc bon, après voilà, c'est quelque chose qui est envisageable, mais comme c'est pas une cérémonie officielle, on n'invite pas tout le monde. Au moins être avec vous. C'est noté. Une autre question qui me chagrine, que je vois passer sur Internet, c'est la tournée des sanatoriums. C'est ce qui est organisé dans le cadre des 100 ans des Sanats. Et il y a combien de sanatoriums qui seront visités, le tour? Alors, faut regarder. Parce qu'il y en a qui sont dans un état déplorable. Ouais, mais ils ne sont pas propriété de la commune, vous le savez. Hein. Ouais. Et qui c'est qui nettoie le tour des... Alors, Delphine, il y a combien de sanatoriums dans le... Tu sais ce que font les guides du patrimoine? Oui, il y a... Ça va mettre bien pour. Oui, il y a notamment Guébriant qui est visitable, et puis le parc de Guébriant. Et puis à Martel-de-Janville, donc il y a la chambre témoin, Ouais, et ceci puis est la propre. chapelle. Et puis après, pour les autres, c'est plutôt de l'extérieur. Oui, mais les extérieurs, il y a tous les déchets qui ont été balancés par-dessus les fenêtres et puis tout ça. Hein. Oui, mais bon, c'est que ce soit celui de Pacoutan, ou de Sanselmose. celui de Sanselmose et le Mont Blanc qui est défiguré avec les tags. Alors, le Mont Blanc, il est en travaux. Donc là, c'est C'est un différent. moment qu'il est en travaux. Bah ouais, mais bon, c'est un énorme chantier. Puis au moins, ils ont le courage de s'attaquer à des travaux. Donc, ils ont commencé par le petit Mont Blanc, les propriétaires actuels. Ils ont déjà commencé par dépolluer l'ancienne décharge qu'il y avait au pied du bâtiment et qui commençait à être à l'air libre, hein, décharge de tout ce qu'on mettait à l'époque, Ouais, hein, la viande, les produits, tout ce que vous voulez. les Voilà. matériaux médicaux. Donc ils ont capoté et ils ont fait ça correctement dans les règles de l'art. Et ils ont attaqué le premier bâtiment qui était réservé au personnel. Ils sont en cours. Ils auraient bien aimé le livrer cette année. Je ne sais pas si ça sera possible, mais j'ai vu qu'ils ont déjà attaqué le gros bâtiment qui devait être la deuxième tranche. Voilà. Là, ça c'est du privé. Après, nous, on est déjà intervenus. Vous nous avez fait la remarque au niveau du nettoyage des points d'apport volontaires qui sont dans le site de Sanselmose. Encore une fois, c'est un site qui est privé. Moi, j'étais en lien il y a une dizaine de jours avec l'agent immobilier qui représente le propriétaire pour faire le point sur le site. Il y a du gardiennage. Ils essayent d'être attentifs. Bon, la vente est en train de se concrétiser officiellement. Mais c'est pareil, il y aura une mise en sécurisation. Et puis, Pracoutan, les proprios actuels, ils déplorent le fait que ça soit squatté et détérioré. Ils ont mis des dispositifs de surveillance, mais c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais nous, on peut pas, commune, aller intervenir sur des biens privés pour nettoyer, parce c'est bien dommage. C'est Hein. surtout pour les visites qui étaient prévues. Je suis d'accord. Après, sur Guébriant, c'est super en état. Il est entretenu, heureusement. Hein. Il est habité, celui-là, et ça vaut le coup. Voilà. Et sur Martel, il y a la chambre témoin, comme le dit Delphine. Il y a des travaux, vous avez remarqué, hein, au pied de Martel, sur l'ancienne boulangerie. Je vois un ancien locataire des lieux qui est là, Alain. Donc la boulangerie qui appartient au département.
Donc eux, ils ont commencé les travaux. Après la validation des architectes bâtiments de France, que le bâtiment est, en plus d'être à côté du monument historique, est un le même, celui-ci, de mémoire. Enfin, le même, hein. Genre, on a été faire la visite avec eux. Et c'est extrêmement compliqué de garder le caractère extérieur et toutes les façades. Donc, en termes de rénovation énergétique, ils sont obligés de rénover à l'intérieur. En tout cas, ils ont enfin eu les autorisations, donc ils attaquent et le département se garde ça pour faire des bureaux et des espaces pour les jeunes mineurs non accompagnés qui sont logés à côté. Voilà. Vous avez remarqué qu'on a refait tous les points d'apport volontaires l'année dernière avec la Comcom sur le site de Martel de Janville. C'est enfin propre. On va croiser les doigts pour que ça dure. Et comme ça, l'ensemble du quartier sera quand même un peu remanié, ça le méritait. Et après, sur les autres salars, on n'a malheureusement pas assez la main. Bien. Voilà. Voilà. C'est bon pour les questions? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a du public. Allez-y, il faut en profiter. Vous avez encore 25 minutes. Monsieur. Moi, je m'appelle Fabien, je suis passerand depuis mes 39 ans. Et en fait, je vais avoir deux questions qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Une question sur la première, ça va être sur la voirie. Oui. Moi, j'habite chemin des Jutes, en fait. Oui. Et c'est tout encore câblé ici, au niveau du téléphone, au niveau Ouais. c'est pas mal de télécom. Mais tout est cassé, en fait. J'ai pris des photos, si vous avez un petit peu de temps pour regarder les photos. Tout est en train de tomber. Les câbles tombent chaque année quand il y a un peu de chute de neige et ils sont pas aux normes de hauteur. C'est à 5,50 m qu'on doit Ouais. les avoir normalement. Là, ils sont vraiment bas. Et à chaque fois qu'on fait passer un camion, c'est un jour, je touche du bois, personne, des pompiers doivent venir, ça passera pas. Chaque fois, on est obligé de lever le câble. Et là, c'est prêt à tomber. D'accord. Et c'est prêt à tomber sur la route. Donc, s'il y a quelqu'un qui passe, un enfant ou quoi, ok, ça peut être dommageable pour la personne. Alors, nous on n'a pas la compétence directe. Et avec Orange, en fait, on a une plateforme où on déclare les interventions en ligne. Et on le fait régulièrement. Hein. Il y a eu beaucoup de problèmes de téléphonie, notamment à l'Épanie. Pareil, à l'Épanie, il y a un câble de téléphone qui se balade au milieu du chemin, Et le problème, c'est que Orange, ils sont pas très très réactifs. Alors vous avez raison de le dire là, on peut le renoter et puis on verra avec pour la plateforme pour la réalimenter de notre côté. Mais en Mais fait, ce qui se passe, c'est que il y a des travaux qui ont été faits dans oui, dans les deux maisons qui sont au-dessus. Ouais, il y a pas long, vous avez refait tout l'enrobé du chemin des Oui, l'année dernière, c'était Ouais. ça déjà. L'année dernière, et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été pensé de laisser ouvert pour Non. enterrer ça. Alors là, on n'avait pas prévu d'enfouir les réseaux à cet endroit-là. C'était quand on a refait le goudron, c'était vraiment de l'urgence entre guillemets. Et on n'est pas parti sur des travaux de réseau de séparatifs. Ça tombe bien, le responsable du service des eaux est juste là. On n'a pas de Les réseaux donc d'eau pluviale, d'eau usée et d'eau potable sont conformes. On est en séparatif, donc il n'y a pas de besoin en réseau humide. pour ouvrir la chaussée. Donc il y aurait que de l'enfouissement de câbles. Ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas envisageable un jour. Mais en général, ce que l'on fait, c'est quand on refait les réseaux en profondeur, notamment les réseaux humides, on en profite, on tire les câbles dedans. Ça coûte plus cher, mais bon, c'est plus qualitatif et on évite de tomber là-dessus. Au-dessus de chez vous, pas loin d'une de nos adjointes, il y a les câbles, ils sont sur le bord, là, au-dessus du craie. C'est pareil, quoi. Moi, ça me rend dingue. Mais bon. Mais c'est ça qui rend fou, c'est parce qu'on est en 2024 dans une civilisation qui est en avancée et on voit encore des trucs comme ça. Oui, mais ça s'appelle c'est la problématique de toutes les structures qui deviennent tentaculaires. Orange, SNCF, donc on n'a pas d'interlocuteur, tout est dématérialisé, tout est numérisé, il n'y a plus personne au bout du fil. Voilà. Donc on en arrive à ça. Donc la qualité de service, elle est zéro. Ouais, je comprends. Voilà, Est-ce que donc, je dois moi-même envoyer un mail à quelqu'un pour voir aussi. on va regarder nous. Alors, Sur la facture téléphone, sur votre facture téléphone, J'ai vous pas de avez un téléphone. numéro d'appel. non, vous n'avez pas de facture internet? Internet. Peut-être le signaler là-dessus sur Sur un éventuellement. 39 quelque chose. Et puis nous on regarde de l'autre côté, donc c'est chemin des Jutes. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Et puis l'autre question. Une deuxième question, en fait, c'était pas une question, c'est un constat sur. J'ai mon fils qui fait du tennis à Passy. Mm. J'en ai parlé avec mon oncle qui est ici présent. Mais il n'y a pas que lui qui doit prendre dans mes débats animés. Donc c'est pour ça que je tenais à le dire. Mais c'est triste, ça me rend triste de voir ce club en fait pas vivre autant qu'il peut vivre en fait dans le sens où il y a un mini-golf, etc. Il n'y a pas d'isolation l'hiver, il fait froid, les enfants ont froid. Ça me rend triste en fait d'avoir vécu, parce que ma mère était là-bas. Ouais, mais moi aussi, puis je la reconnais, votre maman. Ouais, et puis en fait ça me rend triste d'avoir vu ce club un peu vivre. Oui, mais il y avait plus de licenciés à l'époque. On était dans une période où il y avait le tennis en France avait beaucoup plus d'adhérents. Hein. Et il y a l'épouse d'un ancien président là, elle revient de Roland Garros d'ailleurs pour tout dire.
Je sais pas, il y a ça tout. On était 350 licenciés de mémoire. Hein. Je sais pas combien on est sur le club maintenant. On peut même le prouver, il y en a licenciés. Ouais. C'est 300 à quelques. Ah, ils sont quand même à 300. Ouais. Mais avec Saint-Jean. Mais bon, après, nous, on n'est pas responsable. La vie associative, c'est les assos qui les font vivre. Par contre, je sais pas ce qu'a dit le tonton, mais sur le tennis, on a mis quand même beaucoup d'argent depuis 2020. Hein. Bah, On a refait la toiture en entier. Isolé. Et la toiture a été quand même isolée. ouais. On a refait Ces la. panneaux solaires, ils servent à quoi du coup? Parce que si vous pouvez pas chauffer la structure, ils servent à quoi? Laissez-moi finir. On a refait la porte nord où la flotte rentrait. Ouais. Hein, les grandes portes qu'on tirait à l'époque. Moi, à l'époque, on était en terre battue à ce moment-là. Après, il y a eu la résine qui a été faite. Les grandes portes là, il y avait de l'eau qui rentrait. On a refait les portes. Ça nous a coûté quand même une belle note. Hein. Et je crois que la présidente est contente. Et puis les panneaux photovoltaïques qu'on a installés sur le toit, ils ont une visée d'autoconsommation à hauteur de 80% pour les bâtiments municipaux. Donc c'est pas des panneaux qu'on a dédiés au tennis. Hein. Ok. Donc c'est les 80% d'électricité qu'on va produire sur ces 1200 mètres carrés, ça va alimenter le foot, les bâtiments qui sont dans un périmètre de 10 km. On peut aller jusqu'à pleine joue. Voilà. Ok. Donc nous, ça sera quelque chose en moins sur notre facture, mais c'était pas dédié au Ah, tennis. d'accord. Et on a eu la chance que la structure du tennis couvert soit suffisamment résistante pour pouvoir mettre les panneaux solaires. Voilà. Donc le mini-golf qui a été fait il y a déjà un bon moment, il est un peu en désuétude. Mais bon, le club avait des demandes d'aménagement sur pour un terrain de paddle ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même des gros. On a déjà fait pas mal pour le tennis pour le moment, on verra après. Là, on se focalise sur la zone de l'Arve à côté et surtout, peut-être que Patrick vous l'a dit, mais on a fait faire une étude sur les cheminements piétons entre les différents pôles. Sport, donc la zone tennis, foot, synthétique où il y a du monde qui va en permanence sur le terrain alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Le collège, les deux gymnases, gymnase des filles, gymnase de Varins, il y a des portails dans tous les sens ou pas aux bons endroits. Donc ça, on va remettre les choses à plat. Donc on a l'étude. L'ouvre déjà de l'autre côté, j'imagine. Hein? Par les hôtels, vous pourrez ouvrir déjà. Alors bon, pareil, ça fait partie de la réflexion. Voilà. Donc l'idée, c'est que les hôtels soient à proximité des infrastructures sportives et qu'on puisse accueillir des équipes qui viennent en stage, notamment. Donc c'était l'objectif. Donc là, les deux hôtels, on a eu une visio pour hier avec le porteur de projet et on va probablement dans un prochain conseil municipal signer, acter, parce qu'on a réévalué le prix de vente des terrains, hein, parce que l'inflation dans le BTP est passée par là. Donc c'est un peu plus que ce qu'on avait prévu, donc on actera ça et normalement, avec les commissions de sécurité et tout ça, on croise les doigts, mais ça devrait démarrer fin d'année, quoi. C'est bon? Bah ouais. Voilà. Mais voilà, il y a une cohérence à avoir en termes de circulation piétonne, tennis, foot. Pareil, le foot, le parking, il faudra qu'on le refasse. On a refait le synthétique, c'était le plus urgent. Ouais. Mais on sait qu'il faudra refaire Patrick nous le rappelle assez. Il faudra qu'on fasse le parking et que peut-être qu'on va déplacer le portail. Et un emploi job dans cette structure de tennis, c'est pas envisageable. Il faut voir avec la présidente, hein, c'est pas nous qui pilotons. C'est pas hein. vous qui pilotez. Ouais. Mais ça peut être une solution. Parce qu'en été, mettre ça avec un slacking, une buvette, essayer de faire vivre un Ouais. peu cette structure. Ça, c'est à voir avec elle ou à l'Assemblée Générale, il faut leur proposer. Hein. Ok. À vous de voir. Ok, Est-ce- merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a d'autres personnes dans la salle. Ah, monsieur Boissov, ouais. J'en pose une Allez, restez assis, c'est pas grave. au sujet du bulletin municipal. Ouais. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été traitées dessus. Et ce qui serait bien, c'est que vous tapiez fort sur les incivilités. C'est facile. Et vraiment fort, que ce soit les molocs, les crottes de chiens qu'on trouve dans toutes les rues, hein, et tout ce qui est cassé. Il faut taper fort. Il faut vraiment qu'il y ait des grosses amendes. Alors, ça tombe que bien. la police municipale soit impliquée dans le système. Et ça tombe bien que vous disiez ça parce qu'on a eu l'exemple d'un contrevenant. Alors, il habite plus la commune, mais je crois qu'il est papa d'un enfant à l'école de Chet-Centre qui s'est mal comporté vis-à-vis du stationnement devant l'école et qui a été réprimandé par la police municipale, qui a jeté l'amende par terre, qui a tenu des propos qui sont pas intéressants et qui c'était surtout pas respectueux. Donc le PV a été transféré, l'officier du ministère public l'a accepté. Donc là, ce monsieur, il a pris 750 € d'amende pour un motif, 750 pour l'autre, plus le problème du stationnement, donc il en est à 1500 €. Alors ça tombe bien parce qu'il se vantait de gagner plus que les policiers municipaux. Bah, au moins comme ça, il donnera sa contribution à la collectivité. Enfin, même quelqu'un qui soi-disant gagnerait plus, ça n'autorise à rien du tout. Hein, on n'est pas dans une aristocratie, c'est pas les gens les plus riches qui décident pour les autres, on est dans une démocratie.
Dans une démocratie, il faut respecter les règles. Vous avez raison de le dire. Nous, on intervient régulièrement avec les services techniques pour le nettoyage, encore récemment à Champlan. Bonne nouvelle, Champlan, ça va bouger. Là, on a relancé l'entreprise, mais on devrait pouvoir installer le mât avec la caméra de vidéosurveillance sur les PAV de Champlan. Et on en équipera d'autres sur le prochain budget. On en avait déjà parlé ici. Voilà. Mais bien faire comprendre aux gens que la mairie est impliquée dans le système et faire payer. Oui, mais encore On a ras-le-bol de trouver des crottes de chiens partout où on va marcher. Le problème, c'est ce que je vous ai dit, c'est le flagrant Les délit. molochs, c'est toujours, ça déborde de partout. Ça déborde pas. On Ouais. pose comme ça, c'est tout. Ouais. On s'occupe pas du reste. Surtout qu'on a mis en place avec la Comcom un nouveau système où on sait le taux de remplissage des points d'apport volontaires et ils organisent la tournée de ramassage en fonction du remplissage. Donc là où il faut aller plus souvent, ils peuvent le faire. Et là où on voit que c'est moins rempli, ils y vont moins, que ça permet de se concentrer sur les zones prioritaires. Donc c'est en train d'être déployé, ça fonctionne pas trop mal. Mais je suis d'accord avec vous. Malheureusement, il faudrait être derrière, pas tout le monde, parce que c'est pas une majorité, c'est une minorité, mais qui malheureusement est bien visible. Je connais des communes, quand il y a des gros cartons qui traînent autour, même des petits cartons, une fois par semaine, suite au dire des agents de la commune, il y a des cartons qui traînent. Police municipale, bien, regarde le carton, s'il y a un nom dessus, paf, c'est 35 Ouais, euros. sauf que l'officier des ministères publics, quand il voit ça, Eh oui, lui, il nous dit, c'est pas recevable. Nous, il nous faut la preuve que c'est bien cette personne. Donc aujourd'hui, ouais, mais c'est ça le problème. mais non, le nom y est. Oui, mais le nom, ça peut être. Excusez-moi, il y a une jurisprudence. C'est Valentine. Il y a le juge qui. En fait, un avocat a défendu le fait que c'est pas parce qu'il y avait le nom sur le carton le client prétendait comme quoi qu'il l'avait bien mis dans la poubelle et que c'était quelqu'un d'autre qui aurait très bien pu le déplacer. Et donc pour ce motif, le juge a décidé que l'infraction n'était pas constituée. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas eu à flagrant côté des délit. poubelles. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir agir efficacement et de façon optimale, effectivement, on devrait pouvoir faire certaines choses, mais voilà, même quand on fait ce genre de démarche, ça se retourne quand même contre nous, et un contentieux, je suis désolé de vous dire, mais ça coûte aussi de l'argent. Donc, aux contribuables. Ah, le meilleur moyen, c'est d'attraper les gens en flagrant délit. Hein. Oui, la grande élite. Ou avec la vidéo, malheureusement. Et puis mettre sur le bulletin municipal quelque chose de fort. En tout cas, vous avez vu que dans chaque magazine municipal, il y a une page qui est réservée aux incivilités. Est-ce que ça coûte à la commune? Allez, autre question, je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est un dernier point, c'est un Ouais. point positif. Ah. Je prends vite fait, après je vous laisse entre vous. Non, mais vous avez le droit de rester. Hein. En fait, ceux qui posent des questions, ils doivent rester au conseil. Hein. Non, c'est juste pour vous dire que je suis assez fier de la cuisine que vous faites pour nos enfants et pour des installations d'éducation et jeunesse que vous faites. Je suis assez fier d'être sur la commune de Passy parce que c'est la meilleure de France apparemment. Et mon fils, il en raffole et je suis assez content de ce que vous faites. Bah, merci, on transmettra les infos à l'équipe. Il y a Rémi Klein qui est le conseiller délégué en charge de ça. Voilà. En tout cas, c'est un travail de fond et qui est mené aussi avec le comité de restauration, parce que les enfants participent aussi à l'élaboration des menus, au retour sur les menus et tout. Ah, mais c'est très bravo ce que vous faites, bravo. Eh ben merci. Merci. Bon, bah, bonne soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Pas d'autres questions? Ok. Allez, bah, merci. On va commencer. Je vais commencer par une petite présentation, 10 minutes, un quart d'heure maximum, donc de là où on en est en termes de réflexion avec l'intercommunalité, donc la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, sur le transfert de l'eau et de l'assainissement. Juste un petit rappel, donc c'est une présentation que j'ai faite au conseil communautaire, il y a 2 conseils communautaires en arrière. Petit rappel, donc la loi qui commence à dater, qui a été décalée 2 fois, c'est une spécialité en France. Hein. On fait des lois, on décale les dates d'exécution ou on vide la loi de sa substance parce que tous les parlementaires vont aller faire leurs courses en essayant de trouver des dispositifs dérogatoires. Résultat, les lois, elles s'appliquent mollement ou pas du tout. Donc là, aujourd'hui, on en est sur ce transfert de l'eau et de l'assainissement qui est une compétence qui deviendra
communautaire à partir du 1er janvier 2026. Donc vous allez me dire c'est dans moins de 2 ans, mais ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus, Goulven. Donc au niveau de l'intercommunalité, c'est une délégation qui dépend de ma délégation justement au niveau en tant que vice-président de la commission santé-environnement. Donc on a réussi à engager déjà une première série de groupes de travail avec l'ensemble des 10 communes et j'ai souhaité que soient associés les agents techniciens des communes et les élus responsables. Donc on a fait 7-8, plus de groupes de travail, une dizaine de groupes de travail. On a tourné sur les communes à chaque fois pour mettre les choses à plat, dire comment ça se passe à Cordon, comment ça se passe à Passy, et on a abordé ensuite différents thèmes sur la tarification, le niveau de service, les investissements, ce qui a permis déjà aux agents et aux élus de bien faire connaissance et puis d'engager une vraie dynamique sur les problématiques qu'on peut avoir en commun ou pas, mais bon, c'est souvent généralement des problématiques communes, de voir les différences entre les grosses communes et les petites communes. Il y a des communes, ils mettent à disposition un demi-poste sur ce service-là, ce qui est logique, c'est des petites communes, nous on est 11 ou 12, j'allais dire, sur Passy. Voilà. Donc on a bien travaillé l'année précédente, on a voté au budget de la Comcom un budget pour lancer une étude avec 3 spécialités, une étude qui a un volet technique, une étude qui a un volet juridique et une étude qui a un volet financier, parce que dans le transfert de compétences, quand vous transférez la compétence au assainissement, vous transférez les équipes qui travaillent et les budgets qui vont avec. C'est ce qui a été fait avec les ordures ménagères il y a 10 ans, au niveau de l'intercommunalité. Avant, chaque commune avait son camion. Désormais, c'est la Comcom. Et vous voyez que dans quelques semaines, on inaugurera le nouveau centre technique intercommunal qui abrite d'ailleurs ces camions, à Passy, toujours, à proximité du château Corbin. Mais la compétence ordures ménagères, ça a été une des premières qui a été mise en commun. Voilà. Donc aujourd'hui, sur la Comcom, on paye 7,26 de taxes d'ordures ménagères. On a harmonisé les taxes et ce sera exactement la même perspective pour l'eau. Alors, rapidement, donc je vous ai dit, il y a un cadre juridique, il y a un côté technique bien entendu, il y a un côté financier et à chaque fois on parle de l'eau potable d'un côté et des eaux usées de l'assainissement de l'autre. Donc je vous l'ai dit, ça, transfert obligatoire à partir du 1er janvier. On a fait le choix avec les 9 autres communes de ne pas transférer la compétence eau pluviale, c'est-à-dire la gestion de l'eau qui ruisselle sur les routes et en zone urbaine, ni la compétence défense incendie, dans un premier temps. On a estimé que c'était quand même un peu tôt et qu'il fallait d'abord une habitude de travail commune, avec une planification commune des investissements, surtout pour passer sur cette étape-là. Donc, comme je vous le disais, on transfère les équipes, donc les agents, les différents contrats, ou on peut aussi faire une mise à disposition au niveau de l'intercommunalité demain. Là, on a une chance, et c'est une force. Donc, suite aux différents groupes de travail qu'on a menés l'année dernière, on a listé les grands axes qui constitueront, moi je souhaite qu'on ait une charte de gouvernance entre nous, qui constitueront les grands objectifs et les priorités de cette future régie intercommunale. Voilà, donc une volonté de garder la proximité avec les agents, les usagers, pardon. Il n'est pas question de faire une grande structure au milieu de la plaine et puis ne plus avoir personne dans les communes. C'est l'inverse qu'on va faire. On va garder les équipes au plus près des usagers. Un objectif de qualité de renouvellement de réseau, on en parlera tout à l'heure, de veiller aux usages économiques de l'eau. Il y a les piscines municipales, il y a la neige de culture, il y a pas mal d'équipements, donc ça fait partie des choses qui sont dans les priorités. Et puis, un point fort et qui nous unit tous, donc ça c'est une vraie chance, aujourd'hui, notamment sur l'eau potable, la volonté de rester en régie. On est 10 communes en régie sur l'eau potable, c'est-à-dire que c'est les communes qui gèrent leur eau potable, elles ne sont pas déléguées à une entreprise privée. Et ça, on veut le garder. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure manière de gérer, d'avoir la maîtrise de l'outil, et c'est surtout d'éviter de payer plus cher en donnant un contrat de délégation de service public à une entreprise, en général multinationale, qui s'enrichit sur votre dos et qui ne fait pas forcément les investissements qui suivent derrière. Voilà. Donc nous, on aime bien un peu tout maîtriser, c'est comme à la ferme. Donc c'est un peu la même logique. On a une différence sur l'eau usée, sur l'assainissement, c'est que Passy, avec Saint-Gervais-les-Contamines, on a la station du CIS qui est en contrat d'affermage, de mémoire, qui n'est pas une délégation de service public, mais qui a un contrat et qui est dévolu à une entreprise privée. Sinon, à Salanches, leur station d'épuration qui est gérée pour d'autres communes, c'est-à-dire Cordon-Combloux, Demi-Quartier,
elle est en syndicat intercommunal, c'est le SIAPS, et il y a Megève de son côté qui doit être avec Pras-sur-Arly, avec le SMBVA, pareil, qui est en structure publique. Hein, Goulven, je vais me corriger si je me trompe. Alors, donc la volonté, c'est de rester, donc cette régie, elle sera intercommunale, publique. Un petit rappel du calendrier, j'en disais 2 mots là, vous voyez qu'on a travaillé sur les enjeux et commencé à se concerter en 2022. On a pris le temps et c'est bien nécessaire. On sera prêt normalement, allez, fin d'année. Là, on en est à l'étude des scénarios, donc on a plusieurs options qu'on peut choisir, différents scénarios sur le niveau de service, on y reviendra tout à l'heure. Tout ça, les objectifs qu'on se fixe vont conditionner le prix final de l'eau. Alors, il y a des communes où l'eau est moins chère qu'ailleurs, vous verrez, il y a une moyenne, mais l'ensemble des objectifs qu'on se fixe en termes de modèle économique aura une répercussion sur le prix de l'eau de l'assainissement. Le but, c'est de monter trop le prix de l'eau ou de pas trop monter le prix de l'assainissement. Vous verrez qu'on a plus d'efforts à faire dans l'assainissement que dans l'eau. Donc le calendrier, l'idéal, c'est qu'on soit prêt en 2025 pour qu'au 31/12/2025, on soit prêt le jour J pour mettre en œuvre cette compétence et pas attendre le dernier moment, comme ça avait été le cas à l'époque avec les ordures ménagères, les problèmes qu'il y a eu de financement derrière. Ensuite, en termes de, ouais, ça c'est rapide, sur la gouvernance, donc comment on a fonctionné, les groupes de travail, comme je vous le disais, avec les élus, les agents, qu'on réfléchit, avec une validation au comité de pilotage par le bureau des 10 maires, et puis un appui avec l'agence de l'eau, bien entendu, qui est incontournable sur le sujet, l'agence régionale de santé et les services de l'État, le département. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est l'état des lieux techniques de l'eau potable, donc de l'eau, du réseau d'eau potable qu'on apporte. Alors vous voyez, il y a 2 parties. Il y a une partie sur les 10 communes et Goulven a fait une partie plus précise sur la commune de Passy. Sur les 10 communes, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a 2 syndicats et on a 24 653 abonnés. C'est 4 500 000 m3 de produits d'eau potable. C'est 684 km de réseau. Et plus de 190 ouvrages, quasiment 190 ouvrages d'eau potable. Quand on parle d'ouvrages, c'est notamment les captages, hein, mais pas que. Il y a peut-être les déversoirs d'orage qu'on ajoute là-dedans. On est en eau potable. On a en eau potable, je vais un peu loin. Ouais. Mais station de traitement, réservoir et captage. Il faut mettre le micro, Ok, merci Goulven. Donc 181 ouvrages sur le territoire. Sur Passy, on est à un peu plus de 4000 abonnés. C'est 670 000 m3 de vendus pour 860 000 m3 de produits. Il y a 125 km de réseau et on a 19 captages répartis sur la commune. On a une chance à Passy, on a de l'eau potable, on a des bonnes réserves, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes sur le territoire. Donc c'est pour ça qu'il est important, et c'est des choses qu'on a déjà discutées, qu'il y ait une réelle solidarité entre nous, et nous on est prêt à le faire. Passy, on l'a déjà fait avec Salange, qui avait eu des problèmes de captage d'eau potable. Mais il y a des petites communes sur le Haut, notamment, qui dépendent notamment de l'eau de Miage, de Saint-Gervais. Donc c'est important que cette solidarité continue de jouer. Sur le côté technique, on a, nous, sur les 10 communes, donc les bureaux d'études nous ont montré dans le diagnostic qu'on avait une bonne connaissance de nos réseaux. Donc il y a une note qui est attribuée, hein, c'est des notes qui se calculent sur des barèmes nationaux. On a un bon rendement, c'est-à-dire que la quantité d'eau distribuée par rapport à celle qui est produite est relativement bonne, c'est 84,6%. Nous, on a un tout petit peu en dessous, je crois, cette année. 82%, voilà, ça oscille d'1 ou 2% chaque année. Et la moyenne est à 80%. Donc, on est dans une bonne moyenne en termes de rendement. Un renouvellement des réseaux, ça, c'est un chiffre qui est très important, en moyenne, qui est sur 0,9% de nos réseaux sur les 10 communes, étalé, c'est calculé sur 3 ans. Donc, tout ce qui a été fait avant n'a pas été pris en compte. Hein, c'est cette dernière tranche de renouvellement. Et on a une très bonne qualité de l'eau qui est distribuée, donc de ce côté-là, c'est plutôt de bons indicateurs, il n'y a pas de différence flagrante entre les communes. Sur l'assainissement, c'est un peu plus compliqué, on a 23 000 abonnés, on a 3,2 millions de mètres cubes de vendus, on a un linéaire de réseau de 524 km, et là c'est un peu moins, c'est 115 ouvrages qui sont concernés. On a la problématique unitaire, donc les réseaux unitaires, on met les eaux usées et les eaux claires dans le même tuyau. On en parle souvent autour de cette table quand on fait les investissements, on sépare les réseaux, c'est la loi. Donc on en fait 1 km par an, 1,2 km par an sur la commune de Passy. C'est des travaux qui sont très onéreux, c'est ce qu'on a fait rue Allende, c'est ce qu'on a fait chemin de Lille, sur une certaine partie, et c'est ce qu'on est en train de planifier sur le secteur du plateau d'Acier. On a la grosse étude qui a été lancée, dont on aura la restitution dans quelques jours.
Donc on a des réseaux séparés sur 393 km et encore des vieux réseaux en unitaire sur 130 km. À Passy, nous on a 3800 abonnés, c'est 588 000 m3 de traités en assainissement, donc qui partent dans la station d'épuration qu'on partage avec les contaminés Saint-Gervais, et un linéaire de réseau de quasiment 100 km. Vous voyez, la commune de Passy est très étendue, donc ça a une incidence importante sur la taille des réseaux et donc de leur entretien et le coût que ça représente. Sur les critères techniques, la connaissance moyenne des réseaux au niveau des 10 communes est assez faible et c'est pas illogique, hein, on est à 39 sur 120. Donc là, c'est une grosse marge de progression pour nous. On ne sait pas comment sont constitués nos réseaux. Vous les complétez ? On ne connaît pas les diamètres, les natures de canalisation. Alors du coup, l'idée c'est par des investigations caméra ou des relais sur le terrain de le savoir. Idem, un indicateur est la date de pause. Donc ça c'est un indicateur qui est assez difficile à retrouver si on n'a pas la donnée. Donc c'est quand ça a été consigné dans des cahiers à l'époque, c'est le cas chez nous avec Louis Pilon, on arrive aujourd'hui, on est en train de mettre tout ça à jour sur une grande carte numérique qu'on appelle un système d'information géographique, où on met tous nos réseaux, tout notre éclairage, énormément de choses, même nos bureaux de vote, et on travaille par nappe. On choisit les bureaux de vote, on choisit les réseaux, on choisit l'éclairage, et ça c'est un super outil. Donc on a embauché un agent l'année dernière qui fait quasiment, non pas que ça, ce qui fait aussi un peu d'informatique, mais c'est un travail qui est extrêmement précieux. On a un taux de renouvellement qui n'est pas très bon sur le Pays du Mont-Blanc en termes d'assainissement, c'est de 0,32%, donc vous verrez, on s'y retrouvera tout à l'heure dans les objectifs qu'on se fixe pour le futur. Financièrement parlant, ça va pas trop mal. On a une bonne capacité de désendettement, les communes ne sont pas trop endettées au niveau de l'eau potable et l'assainissement pour celles qui gèrent en direct. Voilà, donc l'idée c'est qu'en termes de tarification, on aura une tarification unique, mais on va prendre plusieurs années pour y arriver. Hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les ordures ménagères. Donc cette démarche, on ira progressivement vers un tarif unique et qu'on aura établi nous politiquement avec les 9 autres communes. Alors, l'état des lieux financiers, c'est juste pour vous montrer, on ne rentre pas dans le détail. Vous voyez sur l'eau potable, on est à un prix moyen entre les différentes communes de 2,16 € le mètre cube. En sachant que la consommation moyenne pour un ménage de 4, c'est 120 mètres cubes. Enfin, moi, ça me paraît beaucoup, 120 mètres cubes. Je sais que c'est les critères nationaux, mais... C'est des fourchettes qui existent depuis une bonne quinzaine d'années, et maintenant, ça tendance à baisser. Ouais, je pense qu'elles baisseront parce que ça fait quand même, pour une famille de 4, ça fait quand même, même avec une maison, ça fait quand même une grosse conso. Donc là, on a 2,16 € de prix moyen de l'eau sur la commune. Donc vous pouvez voir, il y a des communes qui sont un peu au-dessus, il y en a en dessous. Donc vous avez sûrement entendu parler d'une commune, une grande commune du Pays du Mont-Blanc qui est arc-boutée sur son prix de l'eau, mais vous verrez qu'il y a une incidence entre le prix de l'eau et le taux de renouvellement des réseaux, c'est-à-dire entre ce que vous encaissez et ce que vous faites en investissement. Hein. Il n'y a pas de mystère. Ou ce qui reste à faire, bien entendu. Nous, on est légèrement au-dessus de cette moyenne. Aujourd'hui, à Passy, on est à 2,34 €, mais vous voyez, il n'y a pas de disparité extraordinaire. Et puis là, on voit que les deux communes qui sont un peu au-dessus, à part Saint-Gervais, c'est quand même des communes de petite taille. Et puis Saint-Gervais qui a un gros afflux touristique. Donc on est quand même sur des fourchettes assez proches. Les bureaux d'études nous disent que ce n'est pas le cas sur tous les territoires. Quand il y a de gros écarts, c'est plus compliqué à gérer. Sur l'assainissement, pareil, alors c'est le hasard, hein, le prix moyen il est à 2,16 €, comme pour l'eau potable. Là, on a un peu moins d'acteurs, vu qu'on est en syndicats intercommunaux, je vous disais, hein, le CIS avec Saint-Gervais, les Contamines, Salange qui regroupe Cordon-Combloux, demi-quartier sur le SIAPS, là où en prix, on est assez bas, notamment à Salange sur la station d'épuration. Alors, ce qui est important, c'est ce que l'on a décidé après analyse avec le bureau d'études et discussions avec les techniciens et les élus, les objectifs qu'on se fixe. Donc pour l'eau potable, vous voyez, aujourd'hui, on se fixe en termes d'indice de protection de la ressource. Donc c'est comment mieux connaître nos ensembles documentés, hein, nos ressources en eau potable. On est à 79 et quelques %. L'idée, c'est de monter d'un petit peu. Ça, avec les outils numériques qu'on est en train de mettre en place et qu'on mutualisera, hein, toutes les communes n'ont pas forcément un SIG, on devrait arriver facilement. Après, on a un autre indicateur, pareil, c'est plutôt un indicateur administratif, où on se fixe un objectif un peu plus ambitieux que ce que là on est aujourd'hui. Ce qui est important, c'est le rendement. Vous voyez qu'on est, je le disais tout à l'heure, sur l'eau potable, on est à 81,34. L'idée, c'est de monter un petit peu, qu'on ait un meilleur rendement, qu'on soit à 85%, en sachant que si on est trop bas en rendement, on paye des amendes à l'agence de l'eau.
Donc si on passe en dessous des 70, Alors 70, c'est l'indicateur de rendement au jour d'aujourd'hui pour la commune de Passy, et on aura un indicateur de rendement objectif qui sera fixé à l'échelle de l'Interco. Et puis le taux de renouvellement des réseaux, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les 10 communes, on est à 0,94% par an. L'objectif, c'est qu'on monte à 1, entre 1, 1,2, 1,25. On voulait monter un peu plus, mais quand on a vu l'incidence en termes d'investissement que ça générait, on est redevenu un peu plus réaliste pour pas augmenter trop fortement le prix de l'eau si on était resté sur ces fourchettes-là. Sur le service, en termes de service, là, ouais, on est plus sur le... Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le taux de conformité, on n'a pas le choix, il faut qu'on soit à 100%, donc on n'en est pas loin, mais il y a quand même quelques efforts à faire. Un poste important, c'est les compteurs. On a une disparité entre les différentes communes sur le mode de relevage, de relève, pardon, et j'étais à télérelevage, mais de relève, merci. J'ai des souffleurs, c'est bien. Et puis d'ancienneté des compteurs. Donc là, nous, on a de la chance, on a une moyenne d'à peu, dans ce que l'on connaît, de 15 ans maximum. Mais il y aura des efforts importants à faire là-dessus. Voilà. Et puis en termes de technologie, il y a 3 technologies. La technologie classique et puis radio-relève, c'est-à-dire que les agents passent dans la rue et puis ils bipent pour avoir les résultats. On était parti sur une projection sur la télé-relève, c'est-à-dire par système informatique connecté. Bon, quand on a vu le coût d'entretien par an à 225 000 €, on s'est dit que c'était peut-être plus raisonnable de faire d'abord de la télé-relève chez tout le monde et puis on verra l'étape d'après ensuite. Et puis le taux de réclamation, le but c'est de faire du 1 pour 1000. Hein. Là on est à 1,7 pour 1000 en termes de réclamation, donc d'améliorer la qualité de service. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Sur l'assainissement, je ne veux pas trop m'attarder sur la partie documentaire. C'est le taux de renouvellement, vous voyez, on est à 0,32 sur les 10 communes. On se fixe un objectif entre 0,5 et 0,60 dans les 5 ans. Le taux de curage, le taux d'intervention télé, je vais le laisser de côté. Taux de débordement, voilà. En tout cas, tout ce qui est les critères du milieu, c'est une meilleure connaissance de nos réseaux. Et puis les interventions caméra, ça permet d'éviter, Goulven. On est sur du préventif et sur la connaissance patrimoniale. C'est encore lié avec l'ICGPR qui était listé en haut. Ça marche. Pour l'assainissement, pour la partie service, bon pareil, là on est à 100% sur les... C'est logique, on va passer vite. J'ai bientôt terminé. Eh ben j'ai terminé, ça tombe bien, j'ai terminé. Bon, j'ai pas regardé le chrono, ouais, c'est moins 20. Je sais pas si vous avez des questions. Bon, c'est un gros morceau. Hein. Alors aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte. Hein. On est chez nous, on tourne le robinet, l'eau coule. Mais c'est un énorme travail en amont. On expliquera ça en détail. On verra, on expliquera le fonctionnement, notamment à Passy. On verra si on fait un petit film ou on verra comment on s'organise. Mais l'eau, il faut la capter dans la montagne, il faut la traiter, il faut l'acheminer, il faut la gérer, il faut la compter. La contrôler, et puis il y a des incidences, il y a des ruptures de réseau, de canalisation, et pareil pour l'assainissement. Donc voilà, ça se voit pas, mais on est bien content chez nous quand ça fonctionne bien, et c'est le cas aujourd'hui, avec une réactivité au niveau des services, et ça c'est une force qu'on veut absolument garder, et pas dépendre d'un prestataire extérieur qu'on va appeler je sais pas trop où. Quand une canalisation rompt à minuit, et puis que c'est signalé, faut pouvoir intervenir, quoi. Voilà. Ou le week-end, parce que c'est souvent le week-end que ça se passe aussi. Vous voulez compléter, Goulven ? Non, c'est sûr qu'il faut éviter effectivement un besoin d'intervention déclaré sur une plateforme. La donnée est traitée, mettons à Marseille, elle revient. Ça, c'est des choses que l'on veut éviter. C'est des choses qui se produisent sur le haut de la vallée, avec d'autres modes de gestion. Nous, on veut conserver la proximité. Donc là, tous les enjeux, c'est les prochaines étapes, c'est proposition des scénarios pour mutualiser, mais sans trop tout bouleverser. Et surtout, ne pas bouleverser les habitudes des abonnés. Et puis nous, ce qui nous intéresse, donc on avait un bon exemple avec la plateforme Orange tout à l'heure, ils vont être contents, les sites, ce soir. On veut exactement pas tomber là-dessus, c'est-à-dire avoir une plateforme numérique où déjà il faut maîtriser le numérique, c'est pas le cas de tout le monde. Et puis de se retrouver où on ne sait pas où la demande arrive et on ne sait surtout pas quand elle est traitée. Donc l'idée, c'est qu'on ait une structure intercommunale, mais qui reste au plus près des abonnés, que les services de facturation aient une harmonisation en termes de logiciels, on va s'acheminer progressivement vers l'achat des mêmes types de compteurs, même si on n'est pas encore en interco, mais on en renouvelle chaque année. On en renouvelle combien à Passy à peu près ? Nous, on renouvelle pour
pour 18 000 € tous les ans et on est à 250 compteurs par an. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Mais on commence à s'harmoniser avec les collègues des autres communes. Alors, on est à peu près avec les mêmes fournisseurs. On est même fournisseur. Voilà, donc ça c'est pas mal, mais qu'on harmonise aussi nos logiciels de comptabilité dans la perspective qui arrive. Voilà, on sent que le passage en compétences mutualisées, qu'on s'achemine déjà mécaniquement, techniquement sur les outils communs. Et surtout, c'est une chance, l'intercommunalité, parce que comme je disais, il y a des bassins versants, il y a des communes qui ont de l'eau, c'est le cas de Passy, c'est le cas des Contamines Montjoie, qui est prête à mutualiser, c'est le cas de Saint-Gervais. Mais il y a des communes qui n'ont pas de moyens. Donc on a déjà donné des coups de main à des collègues, et sur des petites communes, je pense que c'est le rôle des grosses communes de leur donner un coup de main. Demain, on aura tous des agents avec le logo comme Pays du Mont-Blanc dans le dos, et si les collègues des Contamines qui ont des soucis sur des très vieux réseaux et qui n'ont pas beaucoup de monde, il y a besoin d'une technicité particulière, et on l'a déjà proposé, nous, sans passer en interco, ça sera avec plaisir que les agents du secteur de Passy ou de Salanches, on peut espérer, monteront donner un coup de main aux collègues des comptas ou de Cordon, comme on le fait aujourd'hui sur les ordures ménagères. Voilà. Et surtout, on a aussi une perspective de ressources humaines. On a une problématique dans ces métiers-là, à trouver du monde motivé et compétent. Et demain, tous ensemble, donc on ferait quoi? Ça serait une quarantaine d'agents dans le... Non, on est entre 70 et 80. 70 et 80, bon, j'étais pessimiste. Donc tous ensemble, on est entre 70 et 80 agents, donc c'est-à-dire les agents de terrain, mais aussi tout ce qui est partie administrative. On séduira plus facilement des personnes à venir travailler au Pays du Mont-Blanc, qui est quand même un terrain de jeu, il y a pire sur le territoire, avec une structure qui est assez importante. On sera en capacité d'assurer des formations régulières. On fera gagner en technicité nos agents, en intérêt, parce qu'en général, ce sont des gens qui sont passionnés par leur métier aussi, sur un terrain d'exercice qui sera quand même varié, à la fois avec des bassins versants et puis des zones de plaine. Donc voilà, on est convaincu avec plusieurs élus que ça sera une meilleure manière de renouveler nos équipes, parce qu'il y a des départs en retraite aussi, et de donner envie de venir travailler sur le territoire. Et puis on a des problématiques communes, notamment avec les saisons, et ça c'est bien, parce qu'on est tous en train de se dire qu'il faut qu'on travaille sur une tarification qui concerne les volumes énormes qui sont consommés l'hiver, notamment dans les stations, énormes, avec des pics de consommation au 31 décembre dans les stations de Saint-Gervais et surtout de Megève, un peu moins l'été, mais une saisonnalité qui est quand même importante. Donc voilà, on est tous en phase là-dessus. Il faut qu'on trouve la meilleure technique pour ne pas pénaliser les habitants permanents, mais que les volumes consommés, notamment par nos visiteurs, puissent être un peu régulés. Donc là, ça fait partie des projections avec le bureau d'études. Voilà. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les stations qui ont beaucoup de résidences secondaires sont aussi attachées, je pense notamment à Combloux, Megève et Demi-Quartier, à avoir une meilleure régulation de l'eau consommée, parce que c'est des quantités qui sont proprement monstrueuses. Voilà. Donc ça, c'est un point commun qu'on partage tous ensemble. Donc on a une bonne dynamique avec l'ensemble, la grande majorité des élus. Il y en a qui sont moins convaincus que d'autres, mais la majorité est convaincue, et ça, c'est bien, ça avance. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, je m'arrête. Goulven, vous vouliez compléter? Très bien. Non, c'est bon. Merci. On reste à votre disposition. S'il y a des questions pour les élus, vous pouvez revenir vers nous. Les élus, Jean, qui suit ça avec moi. Et puis Goulven au niveau des services également. Alors, on va passer à l'ordre du jour. Non, avant de passer à l'ordre du jour, je vais peut-être commencer par le commencement. Alors, donc, il est 19h44. Je déclare officiellement le conseil municipal ouvert. J'atteste que les convocations et les dossiers ont été envoyés en temps et en heure aux différents élus et à la presse. Je souhaitais renouveler au nom du conseil municipal les condoléances aux familles qui ont accepté donc des décès parus donc en avril dans la presse. Donc on avait évoqué le dernier conseil municipal, Madame Marie-Louise Zago, on avait dit un petit mot suite à sa disparition, qui a une vie bien riche et bien remplie, donc née Nicolier. Au mois de mai, Madame Marie Giraud, née Fivel, dans sa 99e année. 100e année, oui, parce qu'elle allait avoir 100 ans au mois d'août. Ouais, on pensait lui fêter ses 100 ans, mais elle est partie avant, tranquillement. Monsieur Jacques Bourbon, malheureusement. Thérèse Carrier, née Brunelli. André Gauthier, né Dupéret. Roger Renard. Bernard Mur. Marguerite Massinet, née Doualas. Hugo Dupertuis, dont la sépulture était la semaine dernière avec énormément de monde.
On a une pensée particulière pour ses parents, bien entendu, et puis sa grand-mère qui a été une agent communale, puis son grand-père qui nous a quittés aussi, Michel. Voilà, c'était un moment qui était quand même difficile pour la famille, après tant de souffrances. Et puis encore hier, Marine Salette Portic, ici au chef-lieu, cette professeure qui a été malheureusement emportée, avait subi un accident avec un camion en vélo. Donc voilà, un moment aussi difficile, quelqu'un qui était en plein exercice, qui était relativement jeune, et une disparition aussi injuste que brutale. Et puis Marcel Nicou également sur le mois de mai. Quelques naissances quand même au mois de mars, donc Aiden Nguema, et en avril, Arthur Egazzoni, Tom Schocken et Angélie Mansart. Voilà. Donc le secrétaire de séance, pas de surprise, c'est donc Jean-Yves Demelin. Non mais c'était pour être sûr que tu nous suivais bien. J'aurais pu proposer à Rémi aussi, j'ai vu qu'il nous quittait tout à l'heure. Je vais vous demander, première délibération. Ah oui, j'ai pas fait l'appel, ouais. T'as raison, merci Jean. Parce que j'ai passé tellement de temps. Donc Christelle Rebel à côté de moi, Jean Fontaine, Annette Bordon qui est là, Alain Roger, Belgin Chetine. Elle est où Belgin? Elle chatte. Belgin Chetine, t'es là? Ouais, on est là. Jean-Yves Demelin, il est là. Delphine Chatrian, elle est rentrée de Paris. Clément Valentin. Vanessa Tournier, donc elle ouvre un événement, elle nous rejoindra en cours de séance. André Timjot, absent excusé, donne pouvoir à Alain Roger. Jean-Pierre Morin, je l'ai vu. Il amène l'été. Rémi Klein, donc, il est là. Aurélie Lenavenant. Maurice Sadzo. Céline Sicoli donne pouvoir à Christelle Rebet. Gaël Armand, absent excusé, donne pouvoir à Jean-Yves Demelin. Anne-Marie Fontaine. Patrick Amadei. Tonton, il est là. Véronique Vizet. Ludovic Pichon, tonton aussi. C'est pas pour les mêmes raisons. Liliane Duval, elle a donné pouvoir, Liliane. Hein, ouais, absente excusée, donne pouvoir à Véronique Vizet. Taoufik Douce, je l'ai vu. Lisa Grosset, elle est là. Ludwig Bianchine donne pouvoir à Clément Valentin. René Trachet-Giquel, elle est tout au fond là-bas. Bruno Valentin, je l'ai vu aussi. Voilà. Fabrice Papet. Fabrice Dugertil donne pouvoir à Patrice Atruz, Patrice Atruz, Marie-Charlotte Aubry, absente excusée, donne pouvoir à Jacques Sartelet et Jacques Sartelet. Voilà, ce coup-là c'est fait, c'est bon. Délibération numéro 1, approbation du procès-verbal du 25 avril dernier, 2024. Est-ce qu'il y avait des remarques concernant le compte-rendu? Des modifications, des corrections? Non? Eh bien merci. Est-ce qu'il y a des oppositions au compte-rendu? Des abstentions? Votez l'unanimité. Merci. Délibération numéro 2, elle concerne les finances, une demande de subvention pour un aménagement culturel autour du lac Vert. Une exposition photo dans le cadre de l'espace naturel sensible du lac Vert. Donc on a eu le conseil départemental de Haute-Savoie a approuvé le plan de gestion du lac Vert en date du 17 avril. Et on avait prévu de faire une exposition photo donc dans le cadre d'une fiche action, qui est la fiche action numéro 4 de communication, qui est réaliser des manifestations non perturbatrices pour le milieu. Donc il y a une exposition photo qui se tiendra autour du lac du mois de juin au mois d'octobre 2024. C'est l'artiste Giandra de Castro, qui est une photographe qui est passionnée du lac Vert, qui a des milliers de photos, je pense, chez elle, du lac Vert, qui fait des photos sans retouche, sans filtre, et qui arrive à capter la lumière et à capter des choses de ce lac qui sont formidables. Donc on a une exposition d'une vingtaine de photos qui se trouveront autour du lac Vert. Donc on a un budget de 4 800 € et dans le cadre du plan de gestion, dans le cadre de l'espace naturel sensible, on peut avoir une subvention à hauteur de 20% pour organiser cette exposition photo. Voilà, je vous invite tous à venir la voir. On fait en sorte qu'elle aille jusqu'au mois d'octobre 2024 pour ensuite pouvoir faire de la médiation avec les scolaires aussi. Donc à la rentrée, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, mais à la rentrée, on aimerait que ça avance, voilà, que les enfants puissent venir s'essayer à la technique photographique avec cette photographe en fait.
Est-ce que vous avez des questions concernant cette demande de subvention auprès du département, donc du conseil départemental? Non? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc merci à l'unanimité. Elle avait déjà exposé, hein, elle avait exposé au restaurant du Lac Vert et puis au centre culturel municipal, ouais, qui est actuellement en travaux de rénovation énergétique. Alors Jean-Yves, on va parler tourisme. Enfin, ouais, non. Non, pas de tourisme. Ouais, pleine joue, quoi. Oui, équipement touristique. Donc là, s'il s'agit d'une demande de subvention au conseil départemental de Haute-Savoie, c'est dans le cadre de la rénovation et de la création des sanitaires de Plaine-Joux. Donc la commune a un projet de rénovation et de création de ces sanitaires publics sur le site de la station de ski de Plaine-Joux. Et compte tenu de l'augmentation de fréquentation, donc on se doit d'adapter les équipements sanitaires de la station pour rendre ça convenable et donc pour recevoir tous les visiteurs. Donc c'est un projet qui a déjà été validé en commission de travaux. Et là, il s'agit seulement de valider cette demande de subvention. Donc le projet global est estimé à 145 000 € hors taxe et on peut solliciter, donc avec l'aide du conseil départemental, une subvention jusqu'à hauteur de 80%. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions? On va passer donc au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non? Ben merci, adopté à l'unanimité. Merci Jean-Yves. Donc tu as dit qu'il y avait extension et la création? Oui. Ouais, d'accord. Et la rénovation? Ouais. Oh, je t'ai pas écouté, c'est pour ça. Non, mais parce que tu étais sous surveillance là. Il y en a une qui attendait la faute de quart. C'est moi qui ai rappelé la faute, je vous rappelle. C'est un sujet sensible. Merci Jean-Yves. Il est où Patrick? Allez. Bon, délibération suivante, c'est toujours une demande de subvention au département. Je pense qu'ils auront assez de sous pour nous donner tout ça. Et puis en plus, ça concerne Plaine-Joux aussi. Donc dans le cadre du soutien de notre politique touristique, on souhaite renforcer notre communication et notre visibilité vers la clientèle cyclotouriste. La clientèle cyclotouriste, elle fait du vélo en juillet-août, mais elle en fait beaucoup en avril, mai, juin, et elle en fait beaucoup en septembre, octobre. Donc pour l'élargissement de la fréquentation touristique, c'est quand même une clientèle qui est à cibler. D'autre part, on a un atout un peu indéniable, c'est la station de Passy-Plaine-Joux à 1350 mètres d'altitude, avec 3 itinéraires d'accès différents en longueur et en difficulté. Donc le Mont Ventoux, c'est pareil, hein, mais c'est mieux que nous. Mais voilà, donc on a 3 itinéraires, et donc si on veut renforcer cette attractivité, il faut beaucoup communiquer, et pour communiquer, il faut qu'on se serve des événements cyclistes qui nous arrivent sur la commune. Donc comme on souhaite s'inscrire dans le long terme, on répond aux courses cyclistes existantes. Donc il y a le Tour de France, le Critérium du Dauphiné libéré. Il y a aussi des courses de moindre importance, mais qui sont quand même importantes. Le Tour de Savoie-Mont-Blanc, qui cette année n'a pas eu lieu parce que ils ont des difficultés d'organisation, et le Tour du Val d'Aoste. Donc pour le Tour du Val d'Aoste, le droit d'entrée, c'est 15 000 €. Et donc le conseil départemental peut subventionner ce genre de manifestation par... j'ai perdu le fil, excusez-moi. Ils ont un programme d'aide pour l'organisation. Voilà, dans le cadre de leur politique sportive, et surtout leur politique sportive envers le cyclisme, ils subventionnent les arrivées et départs de différentes manifestations. Donc on leur fait cette demande pour cette arrivée de cette année. Je vais rajouter quelque chose, c'est qu'on souhaite s'inscrire dans le long terme. Ça ne veut pas dire qu'on fera des courses toutes les années, mais on voudrait quand même qu'il y ait 2 ou 3, mais au moins 2 ou 3 courses
dans un mandat, sachant que bon, le Tour de France, ça sera peut-être, on espère que ça sera au moins une fois par mandat, parce que c'est quand même une arrivée importante. C'est beaucoup de travail aussi pour les services, mais c'est quand même un rayonnement important. Et puis on a les autres courses, on peut s'appuyer sur des courses, on va dire, de deuxième catégorie, mais qui sont aussi des courses qui nous servent à communiquer, parce que les cyclistes, ils regardent un petit peu tout ça. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette demande de subvention ? Non, mais juste peut-être un petit complément, c'est aussi l'occasion de tester l'arrivée à Plaine-Joux. Alors, comme le tracé que tu as proposé, oui. Alors, il y avait déjà eu le Dauphiné libéré à l'époque. Hein. Ouais. Alors, c'est vrai que dans le cadre des grandes courses, des grandes courses entre parenthèses, mais le Tour de France et le Critérium, on souhaiterait les recevoir dans les années à venir. Et surtout, c'est de mettre en valeur la montée qu'on a remarquable, qui arrive à Plaine-Joux et qui passe par les Soudans, Le Perret et Maffray. Parce qu'on a des voisins qui mettent en avant leurs arrivées remarquables, entre parenthèses. Saint-Gervais avec le Bétet, on a Domancy avec sa fameuse montée, Bernard Hinault qui truste les podiums quand il y a quelque chose à gratter, c'est chez eux que ça va. Et puis il y a aussi l'arrivée à la Côte 2000 pour Megève. Passy, nous, on n'entend pas beaucoup parler, donc c'est l'occasion de mettre en avant cette montée qui est largement aussi belle que celle du Bétet. Avec une arrivée en plus avec un point de vue à Plaine-Joux elle est pas forcément, ça dépend par où on la prend. Elle n'est pas plus longue quand on la prend du côté des Soudans, elle est plus longue quand on la prend du côté de la Charlotte. Mais bon, il y a quelques kilomètres d'écart, c'est pas grave. Alors, il a bien vendu l'affaire, Patrick. Mais bon, moi, c'est ce que j'ai dit à Christian Prudhomme hein, quand on était dans la voiture. On a plus raide et plus intéressant que la montée de Domancy, qui est quand même pas très longue en dénivelé. En termes de pente, c'est quand même pas extraordinaire. Donc, on a des rampes quand même beaucoup plus raides sur le secteur du Perret-Maffray assis d'en bas. Et sur un dénivelé qui sera beaucoup plus important entre la vallée et le haut. Hein, c'est 850 mètres de dénivelé entre la vallée. Donc, bon, il faut qu'on puisse faire connaître ces sites. Alors, j'entends déjà d'ici certains qui vont dire « Ouais, mais la qualité de la route, bah, ça tombe bien, parce que comme la route elle est départementale en partie, notamment sur les zones abîmées, bah, ça sera l'occasion aussi de rénover ça. Il y a d'ailleurs une tranche de travaux qui est prévue cet automne hein, sur le secteur au-dessus du parking du Roc des Filles. Ouais, on va pas parler de vélo toute la soirée, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Merci Patrick. Donc pour la délibération suivante, c'est moi qui vais la faire. On s'en elle est fait comme ça, parce que c'est Céline qui est pas là. Ouais. Hein, donc elle concerne. Je pense que tu en as loupé une. Ah bon? Ouais. Ah oui, excuse-moi, il y a Moi Sylvain. aussi, Excuse-moi, vas-y. J'ai une demande de subvention aussi, mais donc là cette fois-ci c'est pas le département, c'est une demande de subvention à l'association Sylvacte Rhône-Alpes. Donc je vous rappelle, c'est une association en fait qui accompagne la gestion forestière vertueuse. Et donc ils recueillent des dons, que ce soit des dons de collectivités publiques, notamment il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a le Grand Lyon, il y a des communes aussi qui participent, mais il y a aussi des dons d'entreprises privées. C'est la plus proche d'ici, je l'ai trouvée, c'est la brasserie du Mont-Blanc qui participe en fait. Et donc ensuite, il y a un comité scientifique qui est chargé de redistribuer les dons aux collectivités quand elles assurent une gestion vertueuse de la forêt. Donc on a, avec la CCPMB et la CCVCMB, il y a eu effectivement un plan d'action sur la gestion forestière qui a été mis en place il y a maintenant quelques années. Et donc c'est au titre de ce plan d'action qu'on demande cette subvention. Cette subvention, elle concerne 8 parcelles. Donc vous avez les parcelles 4 et 5 qui se situent au niveau de la trappe. Les parcelles 12 et 13 qui sont au-dessus de B, entre B et Varan. Ensuite, il y a 3 parcelles qui se trouvent sur Tête Noire. Donc la 34, c'est la parcelle que vous avez juste avant d'arriver au Brion, là où il y a eu des coupes il n'y a pas très longtemps. Et il y a les parcelles 47 et 48 au niveau de Montcoutan. Et la dernière parcelle, c'est dans le Grand Bois de Joux, en fait. C'est là où on a fait des exploitations depuis un certain nombre d'années. Et donc, le but, là, c'est de faire des dégagements manuels, des plantations et de la régénération naturelle. Donc, des petits plants de façon à leur permettre de grandir. Les travaux estimatifs, le montant des travaux estimatifs, c'est 10 107,23 €. Et donc, on peut demander 50% de subvention sur ces travaux. Donc, on fait une demande pour une subvention de 5 053,60 €.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette subvention? Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? À l'unanimité, merci. Merci Christelle. Donc là, on passe à une délibération concernant le logement social avec un changement de système en termes de réservation. Vous savez que les communes, en garantissant les emprunts, on en passe souvent ici en termes de vote, de délibération. Les collectivités se portent garantes des emprunts qui sont contractés par les bailleurs sociaux pour construire. Alors, il y a plusieurs types de logements sociaux. Il y en a qui sont peu chers, ce qu'on appelle le PLAI, qui est en locatif. Pour le locatif, il y a du PLS, PLUS, et il y a aussi de l'accession à la propriété. En échange du fait que les communes se portent garantes, on a un droit de réservation sur les attributions de logements sociaux. Donc, c'est des commissions qui ont lieu régulièrement, en fonction des demandes, bien entendu. Mais bon, la demande au Pays du Mont-Blanc est quand même relativement élevée et chaque commune est quand même bien sollicitée. Donc, ces demandes, elles se débattent au sein de la CALEOL. Donc, c'est la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements, donc en compagnie des différents bailleurs. Et là, avec une modification législative en 2018, je vais faire simple, on change un peu de méthode en termes de gestion des logements qui restent à attribuer. Avant, on avait une logique qui était dite en stock, c'est-à-dire qu'on avait un logement identifié par adresse. Là, on va passer sur une logique de flux. Je ne suis pas certain que ça amène une grosse différence, on va voir, encore une complexification du système. C'est un pourcentage de réservation qui est attribué en fonction des flux entrants et sortants chaque année. Et on note l'arrivée de Vanessa Tournier, 8h01, je suis obligé de le dire, hein, c'est pas pour t'embêter. De toute façon, on t'avait vu avec ton anorak rouge. Donc, ça tombe bien, tu seras là pour tes dernières délibérations. 20h01, l'arrivée de Vanessa Tournier. Donc, on passe d'une logique de stock à une logique de flux annuel, avec une réactualisation chaque année. Donc, les communes vont être obligés de contractualiser avec les différents bailleurs sociaux. Vous avez dans le dossier du Conseil un exemple de convention qui est avec le bailleur social de la SNCF qui s'appelle ICF. Il faudra qu'on fasse de même avec Haute-Savoie Habitat, Alpad et les différents bailleurs 3F et SEMCODA présents sur le territoire de la commune. Voilà. Donc ces conventions sont valables 1 an. C'est valable pour toutes les collectivités. En amont, il y a toute une évolution du système d'enregistrement, ce qu'on appelle le SNE, le système national d'enregistrement pour les demandeurs de logements sociaux. Il y a eu un travail qui est mené avec la communauté de communes Pays du Mont-Blanc et les différentes collectivités concernées. Donc on reviendra vers vous parce qu'on aura plusieurs documents à faire valider en conseil municipal. Donc là, l'idée, c'est de conventionner avec les différents bailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Jacques, je te sens prêt? Non, c'est bon. Ok, est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Votez à l'unanimité. Je passe la parole à Begin Sétine par rapport à une acquisition, Oui. une régularisation foncière. Tout à fait. Donc là, il s'agit d'une parcelle qui est sur la voie publique. Et donc Marie-Pierre Catan, qui est la nouvelle propriétaire de cette parcelle, nous a sollicité pour la régularisation. Pour rappel, on a voté une délibération qui fixait le prix au mètre carré pour les régularisations foncières sur le domaine public à 5 €. Et en l'occurrence, là, Madame Catan est prête à nous vendre la parcelle à 2 € le mètre carré, en fait, conformément en fait, au prix qui a été réglé pour cette parcelle lors de la succession, en fait, en octobre 2023. Donc, au lieu d'avoir un prix à 5 € le mètre carré, on a un prix à 2 € le mètre carré. Et la parcelle fait 76 mètres carrés, donc c'est une acquisition à 152 €. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas l'impression. On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Ben, merci. Deuxième délibération sur l'acquisition de parcelles cadastrées donc, sur 3 parcelles différentes appartenant au consort Dumont. Donc, afin de faciliter la mobilité douce entre les 2 zones d'activité et le centre de Chède, la rue de la Jonction, la collectivité souhaite régulariser le foncier pour la création d'un cheminement piéton. Donc, c'est une sorte de butte, en fait, mais qui fait quand même 145 mètres carrés au total.
sur la voie communale sur les rues des Prés-Moulins, excusez-moi. Et donc là, par contre, on applique les 5 euros au mètre carré, ce qui fait un montant total de 725 euros pour 145 mètres carrés, excusez-moi. Je crois que je l'ai dit. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai dissipé. Hein. Ouais, merci. Non, mais au moins, ils ont répondu présent à l'appel. Pardon. J'essaye de me rattraper comme je peux. Hein. Alors, on peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui est contre? Ben, votez à l'unanimité. Merci. Alors cette partie, elle est intéressante parce qu'on avait une demande d'une habitante aux dernières réunions publiques de l'automne à Chelles pour qu'on assure la continuité piétonne entre la zone du Mont Blanc et puis le pont sous la rue de la Jonction. Il y a effectivement un cheminement piéton qui était existant et il y a une zone qui n'était pas aménagée, qui était restée en talus. Alors je ne suis pas certain que ça soit exactement celle-là, mais en tout cas on a fait le nécessaire. Donc on a créé un accotement en concassé tassé pour que les piétons puissent aller en sécurité, prendre le passage protégé qui mène à la rue de la Jonction à proximité de l'Office du tourisme. Voilà. Allez Jean. Alors, comme bien souvent à chaque conseil, on est obligé de passer quelques conventions avec Enedis. Donc il s'agit d'une convention au lieu-dit le communal de Marioz. C'est le terrain qui est à côté du parvis des Filles, à l'endroit qui jouxte l'endroit où on fait par exemple la fête des Séchieux. Et sur cet événement-là, donc, il s'agit d'autoriser et d'avoir une convention de passage pour le réseau Enedis avec l'installation d'un poste. Alors, pour la petite histoire, ce poste, notre ingénieur maison, pendant que il y avait des questions au public, m'a marqué ce que c'était, pour ceux qui ont le plan devant les yeux. Alors le PAC, c'est un poste de transformation préfabriqué à couloir de manœuvre. Je vous laisse apprécier le sigle. Hein, voilà. Donc, ça c'est pour la petite histoire et pour agrémenter la convention. Et cette convention, comme souvent, nous accorde une indemnité unique et forfaitaire de 500 euros. Voilà. Donc on vous demande d'approuver cette constitution de convention, d'approuver les termes bien entendu, et au représentant du maire ou au maire à signer sa part. Y a-t-il des questions? Ils sont bons chez Enedis en marketing. Ah oui, ils sont très très bons. Un peu moins facile à réagir pour les travaux et la mise en norme. Voilà, mais bon, ça, de ce côté-là, ils savent faire. Voilà. Donc, il y a des pour, des contre, pardon, des abstentions, des pour, unanimité. Merci. Deuxième convention dans le même esprit. Il s'agit donc d'une convention de servitude au profit d'Enedis, bien entendu. Je vous passe le numéro de la parcelle. C'est une parcelle, ça se passe entre la zone de l'Arve et nos tennis couverts. Donc c'est tous ces réseaux qui sont remis à la géométrie du secteur, vu compte tenu de l'installation de 2 transfos sur la zone de l'Arve, de la préparation du raccordement définitif de la toiture des tennis au réseau pour le photovoltaïque. Donc ici, il s'agit de même genre de travaux, d'enfouissement et d'autorisation de passage, avec cette fois-ci seulement 348 euros d'indemnité forfaitaire d'Enedis à notre rencontre. Y a-t-il des questions? Pareil? Non? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci. Donc là, on revient à l'Urba avec Belguine pour la préemption de 2 parcelles stratégiques. Tout à fait. Donc la commune a un droit de préemption urbain. Lorsqu'il y a des ventes, en fait, la commune doit être informée de ces ventes pour qu'elle puisse exercer son droit de préemption.
Et en l'occurrence, là, il s'agit de parcelles qui se trouvent au niveau de la salle paroissiale, comme vous voyez matérialisé au niveau des plans. Il s'agit d'une première parcelle de 76 mètres carrés et d'une deuxième de 92 mètres carrés. Et le prix qui est fixé là, c'est le prix de vente qui avait été proposé aux futurs acquéreurs. Donc la commune se propose d'acquérir ces deux parcelles pour un montant de 11 400 € pour les 76 mètres carrés et de 13 800 € pour 92 mètres carrés. Le motif de droit de préemption, c'est pour permettre en fait une liaison pour la liaison de mobilité douce entre la rue de la Coutetaz et la grande rue Salvador Allende. Et d'ailleurs, ce projet sera conforté par la création d'un emplacement réservé lors de la prochaine modification du plan local d'urbanisme. Donc voilà pour les informations. Est-ce qu'il y a des questions ? Je peux donner un renseignement supplémentaire. Même si la partie côté Allende appartient toujours au diocèse, puisque ce sont des parcelles latérales, pour justifier cette présomption, les services techniques nous ont traduit sur papier, j'ai eu il y a 2 jours, le plan schématique provisoire de cheminement doux entre les deux rues. Voilà, ça c'est ce qui justifie la modification d'emplacement réservé lors de prochaine modification de PLU. Merci. Donc, on peut passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci. Merci, Belguine. Allez, on passe aux ressources humaines avec pas mal de modifications de postes. Jean-Yves. Oui. Donc là, il s'agit de la création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, et ce, au sein de du service de la police municipale. Donc, il s'agit de recruter temporairement un agent contractuel au sein de ce service, en fait, pour faire face à un besoin occasionnel. Donc, il s'agit en fait de remplacer un agent en congé maladie et qui aujourd'hui, on sait que ce sera pour une période de remplacement indéterminée. Donc, il convient de créer cet emploi non permanent d'assistant de gestion administrative à compter du 1er juin, et ce, comme je vous l'ai déjà précisé, pour une durée au moins d'1 an à temps complet au grade d'agent administratif. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des contre ? On passe au vote. Donc, y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Merci. Adopté à l'unanimité. Et tu continues. Attends, je fais le secrétariat. Donc on a trouvé notre prochain secrétaire, Sandra. En plus, Jean-Yves, il est matinal, donc c'est nickel. Conclusion de contrat d'apprentissage pour la rentrée scolaire. Donc comme chaque année, on arrive souvent à terme de contrat d'apprentissage dans nos services. Donc là, l'apprentissage permet à des personnes donc de 16 à 25 ans d'acquérir des connaissances théoriques et ainsi, après par la suite, après avoir obtenu une formation et une délivrance d'un diplôme, de pouvoir s'appliquer dans une entreprise ou une autre administration. Donc ceci est avec un avis, bien sûr, du comité social territorial qui a eu en séance du 2 avril. Donc les 4 contrats que nous proposons cette année, donc c'est suite à des candidatures et aux besoins des services, bien évidemment. Donc au sein du service petite enfance, ce sera pour la préparation d'un diplôme d'état d'auxiliaire de périculture ou d'un CAP petite enfance. Au sein de l'éducation jeunesse toujours, préparation d'un bac professionnel service à la personne ou au territoire, donc le SAPAT. Au sein du service infrastructure, travaux et environnement, pôle développement durable et énergie, préparation d'un master dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, bâtiment, éco-construction. Ça, c'est un nouveau contrat d'apprentissage qu'on n'avait pas avant. Donc, ça va aussi également donc, dans l'idée du développement durable et énergie. Et au sein de la cuisine municipale, préparation d'une licence nutrition innovation en agroalimentaire ou toute autre préparation. Voilà, on peut passer aux questions. Vous avez des questions ? On va passer au vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ?
Merci. Adopté à l'unanimité. Bon, on va passer à la délibération suivante. Je prends mon temps. Hop, je pose la casquette secrétaire. On parlait. Délibération portant sur la délibération créant 34 emplois non permanents dans le besoin liés. Voilà, ce sont les comptes comme chaque année. Donc ça, c'est les 34 saisonniers de la période estivale. Ça n'a pas été précisé, mais je le rappelle. Donc il y a une modification sur un des emplois saisonniers. Donc c'est une modification due à des travaux qui sont en cours dans les locaux du centre culturel et municipal. Donc on déplace le contrat qui était initialement prévu du 1er avril au 31 juillet et on le déplace du 1er juin au 30 septembre 2024. Avez-vous des questions? Ça reste estival. Estival. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Adopté à l'unanimité. Merci. Allez, Jean-Yves il va pouvoir noter tranquillement. Donc là, c'est pour Vanessa. Oui. Petite enfance. Alors, modification d'un emploi permanent d'assistant d'accueil petite enfance au sein du service petite enfance. Donc, en fait, un agent a réussi son concours d'auxiliaire de puériculture. Et en fait, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va créer un poste pour en créer un nouveau, plus étendu, ouvert aux auxiliaires de puériculture territoriaux et aux agents sociaux territoriaux. Y a-t-il des questions? On ne sait jamais. Des contre? Des abstentions? Votez à l'unanimité, je vous remercie. Alors, juste une précision, on n'a toujours pas trouvé le poste éducatrice jeune enfant qui nous serait nécessaire pour ouvrir le multi-accueil de Shed. Toujours pas, non. Toujours pas, il y a vraiment pas de candidature pertinente. Et puis, tu parlais d'agents qui avaient réussi le concours. Alors, d'une part, nous, on soutient et on encourage vraiment les agents à faire des formations et à passer les concours pour pouvoir monter en compétences. Et puis là, c'était un bon exemple, hein, celle-là, hein, c'est trois femmes. Alors, du coup, il y a trois agents, en fait, qui ont réussi leur concours sur cette session. Voilà. Donc, on les félicite encore. Voilà. Tu mets au vote? Fini. J'ai déjà mis au vote. Ah mince. J'ai déjà fait. C'est Monsieur Cara qui me détourne. Bon, délibération suivante, c'est pour Alain. Oui, alors il s'agit d'un complément à la délibération que nous avons pris en avril 2023 concernant le régime indemnitaire du personnel. Donc c'est le régime, le RIF 7, hein, c'est le régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions de service, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc, dans cette délibération qui a fixé un peu les conditions d'attribution du complément indemnitaire annuel de chaque agent, il est apporté quelques précisions, donc notamment au chapitre 3, concernant la condition minimale d'attribution de ce CIA, c'est-à-dire que chaque agent, par rapport à un entretien individuel, a été évalué sur 5 critères qui rapportent chacun 2 points. Et il a été décidé, après retour d'expérience, que tous ceux qui seraient inférieurs à 5 points donc, ne pourraient pas bénéficier du versement du CIA. De même que comme vous le savez, on a des agents qui fonctionnent qu'à temps partiel. Étant donné que dans les critères d'attribution, il y a des objectifs collectifs, eh bien, il faut qu'on en tienne compte par rapport à ceux qui travaillent à temps complet. Donc, l'attribution, en fonction du résultat de son évaluation, eh bien, a été évaluée au prorata. Le versement se fera au prorata du temps de travail. Voilà.
Et puis, dernier point de modification, c'est aussi par rapport au présentéisme. Donc, on considère que quelqu'un qui est absent plus de 6 mois de l'année ne peut pas bénéficier du CIA, puisqu'il n'a pas pu contribuer suffisamment à l'atteinte des objectifs collectifs du service. Voilà les ajustements qui sont proposés dans cette délibération. Est-ce que vous avez des questions? Non? On peut passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Merci. Si? Si? Mais si, elle a été votée. Ah oui. J'ai pris la parole après. C'était tellement rapide que tu t'en es pas perçu. C'est bon, Alain, merci. T'as fait voter, c'est bon? Oui. Moi, j'ai fait voter, oui. Euh, Monsieur le secrétaire, Ça y est, c'est fait. On le remercie avec la spontanéité qu'il a fait pour me remplacer. Ah ouais, non, mais c'est un beau travail d'équipe. Bravo. Alors. C'est la solidarité. Délibération, ça tombe bien que Jean-Yves reprenne la parole. Là, c'est par rapport au poste hôtesse de caisse au lac. Oui. Ouais. Création d'un emploi, c'est pas seulement le lac. Donc, création d'un emploi non permanent d'hôtesse de caisse dans le cadre d'un besoin lié d'un accroissement saisonnier d'activité. Donc là, il s'agit de pleine joue. Donc, il est précisé que la création d'un emploi risque de la nécessité de recruter cet agent contractuel non permanent pour assurer les missions liées à une saison touristique. Et les missions qui sont ajoutées donc, à la mission de pleine joue, il y a bien sûr encore aujourd'hui toujours l'aire naturelle de camping, les camping-cars et bien sûr à venir la billetterie du télésiège et la comptabilité et l'administratif de tout ce nouveau équipement. Voilà, donc il s'agit de créer ce poste à compter du 3 juillet jusqu'au 3 septembre et à temps complet. Avez-vous des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, à adopter à l'unanimité. Allez, on reste dans les loisirs, Clément. Dans la continuité, donc c'est encore une modification d'un emploi permanent d'éducateur des activités physiques et sportives au sein du service des sports. Donc c'est suite au départ en retraite d'un agent, d'un éducateur sportif. Donc l'objectif de cette délibération, c'est justement de supprimer ce poste et de l'ouvrir à nouveau en rajoutant une petite fonction supplémentaire, celle de maître nageur sauveteur, en espérant avoir plus de monde qui postule, parce que c'est quand même bien la galère. Donc voilà, donc c'est l'objectif de cette modification de poste. Donc voilà, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc voter à l'unanimité, pardon. T'as pas demandé s'il y a des questions, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que c'est des postes qui sont difficiles en termes de questions. Allez, Jean-Yves. Donc également, création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité, décidément. Donc au sein du service équipement touristique. Bon, alors là, il s'agit, c'est un poste existant, et en fait, on est dans l'attente de procédures et de documents administratifs pour modifier le poste. C'était dans l'intention de créer un poste à double profil, comme nous avons déjà fait. Et le fait de créer des postes à double profil, ça permet d'avoir 2 saisonniers. Et puis même dans le coût, on est toujours moins élevé. Donc c'est un avantage pour tout le monde. Pérenniser non seulement l'agent et son emploi, et en plus avec un bénéfice sur le budget. Donc voilà, il convient de créer. Donc c'est en attendant bien sûr tous ces procédures. Donc il n'y aura aucune incidence sur le budget de la ville. Et donc il convient de créer un emploi non permanent d'agent d'accueil, d'entretien, de l'air naturel, de l'entretien de l'air naturel, du 1er juin au 31 juillet, à temps complet. Voilà. Y a-t-il des questions? On peut passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Ok, merci. Adopté à l'unanimité.
Merci. Allez, je vais meubler un peu le temps de te laisser écrire. Allez, Vanessa. Modification. Modification du règlement intérieur des accueils de loisirs. Alors, du coup, je rigole, je suis plus concentrée. Alors oui, modification des règlements intérieurs. Donc oui, il faut savoir qu'au service éducation jeunesse, il y avait jusqu'à maintenant 5 règlements intérieurs. Les mercredis, le périscolaire, les grandes vacances, la cantine, la restauration scolaire, pardon. Donc un gros travail de synthèse et puis de rafraîchissement au niveau des pratiques a été fait par les élus et puis les membres de l'équipe du service pour ne sortir qu'un seul règlement intérieur, une pièce unique qui est très très bien. Voilà. Et j'imagine que vous l'avez tous lu, vu qu'elle était jointe au document. Donc si vous avez des questions, je suis disponible. Attention, je l'ai là. Tu l'as? Oui, c'est bien. Il est là. Marie-Charlotte et moi-même votons non, car nous ne sommes pas d'accord avec le jour de carence appliqué pour la restauration scolaire. Oui. 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 En effet, nous souhaitons que si les parents fournissent un certificat médical, que ce jour de carence ne soit pas appliqué. Bien sûr, si les parents ne fournissent pas ce certificat médical, alors oui, il peut être appliqué. Ce jour de carence est injuste pour les familles et incite à mettre son enfant malade à l'école pour ne pas être facturé pour rien. Et voilà. Ça y est, t'as fini. J'ai fini, tu peux faire. C'est ce qu'on avait dit en fait. Donc si c'est pas écrit comme ça, il y a une erreur. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on avait travaillé en commission. On l'a travaillé le 26 mars. On devait regarder le 30. Ça a été annulé. Le 30 avril. Oui, ça a été annulé parce que... C'était reporté. Et 2 points d'interrogation. J'attends toujours la réunion. Ouais, la commission avait été annulée parce qu'il y avait quasiment personne. Il n'y avait personne en fait. Alors Bon, on est après, resté sur les modifications, Enfin, il n'y avait personne. Il y avait toi. Oui. Et je me sens, voilà, c'est pas bien, voilà. Donc nous étions 2. Et il me semble que c'était important qu'on soit plusieurs. Plus que 2, afin de valider ce travail d'équipe. Et donc, par contre, au niveau de cette période de carence, normalement, on était resté sur ce qu'on avait tous dit. Et donc, je la cherche, et bien évidemment, c'est pas parce que je... C'est page combien? Au moins, Jacques, il l'a lu, lui. C'est page combien, là, l'histoire de la carence? Je suis dans le fond. Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Non, l'histoire de la carence, on était tous d'accord que à partir du moment où il y avait fourniture du certificat médical, voilà. il n'y avait pas de facturation. Pas de facturation, sûr. Ah, mais c'est ce qu'on avait dit. On avait dit Clément était là, Rémi était là. Ah bah vous Là, étiez il y avait 3 alors. J'ai une autre réponse, mais je ne vais pas la dire ce soir. Voilà. D'accord. Il y a un jour... Et ben, Je reviens sur la première réunion, on avait dit qu'on devait en reparler à la suivante. Exactement, et on devait tout valider. En fait, on avait dit qu'on se laissait un petit moment de réflexion pour revenir dessus. Parce qu'en fait, à la première commission, on avait le service éducation jeunesse avait présenté justement ce projet de règlement intérieur, mais on n'avait pas décidé de voter et de valider quoi que ce soit. On devait faire juste des remarques. Et on devait le rédiger à la prochaine. Voilà. Donc normalement, ouais. Voilà, et normalement, vous l'avez tous reçu par mail, vu qu'on n'arrêtait pas de repousser, et vous deviez nous renvoyer des infos. Oui, mais j'aime bien parler. Mais parlons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chut. Chacun à son tour. Donc, Marianne-Marie, tu veux prendre la parole? Donc, à la page 9, en cas d'absence pour raison médicale, la famille peut solliciter la défalcation du 2e jour d'absence. Ah oui, il n'y a pas le premier. Du 2e jour. Oui, sur présentation d'un certificat médical. Voilà. Bon, bah, on modifie premier jour, mais 2 c'est à par ce 2 niveau-là. premiers jours. Hein? De toute façon,
l'intérêt du conseil municipal, c'est qu'on peut modifier les délibérations en direct. Donc, si c'est conforme à ce qui a été dit. Oui, effectivement. Alors, Rémi vient de me rappeler ce qui avait été dit pendant la réunion. Il y avait, du coup, on y fait allusion dans la suite de la délibération. On avait un problème avec le logiciel qui était très ancien et qui faisait qu'on ne pouvait pas visiblement intervenir sur ce premier jour de carence avec l'absence. Il se trouve que nous avons changé de logiciel. On est en train de former tout le monde dessus et là, ça, normalement, ça ne devrait plus arriver. Donc, du coup, il faut modifier, effectivement. Bon, donc on modifie le règlement intérieur. Bonne remarque, Jacques. On met, voilà, premier jour au lieu du deuxième jour avec les certificats. Et par contre, je me souviens, on avait dit surtout que le certificat médical pour justifier l'absence de l'enfant doit parvenir au service éducation et jeunesse dans un temps imparti et qui ne devait pas être trop long. Parce que justement, que ça ne traîne pas sur des semaines. Ça, je me souviens qu'il y avait ça. Exactement. Il y a pas de Non, mais souci. c'est... De 48 heures. Ouais. Voilà. On avait réduit ce qui était plus ça. Bon, on modifie le projet. Il faut juste enlever la notion de deuxième jour pour que la phrase soit... Normalement, c'est des abstentions, des défalcations des jours d'absence sur présentation d'un certificat médical. Exactement. On ne met pas le deuxième jour. Ok. C'est bien ce qu'on avait dit, il faut le modifier. Merci. Donc ça n'a pas été Merci. modifié en conséquence. Voilà. Bon, bah la prochaine, vous serez plusieurs. J'aimerais bien, ça serait vraiment chouette qu'on soit non, plus c'est difficile que de nous. mobiliser. Ouais. Allez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, on fera une modif, mais on le fait voter du coup Ouais, ou ça, c'est- On prend en considération. On prend en considération le fait qu'on modifie. D'accord. Donc, Et vous vérifierez bien. est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Eh bien, c'est voté tout de même à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. En tout cas, voilà, comme quoi le débat, ça fait... Il y a le secrétaire qui a un mot à dire. Là. Du coup, est-ce que je dois préciser des contre ou unanimité? On modifie, hein? D'accord. Tu ne peux plus faire de croix. Hey, je une prends croix dans la même colonne que tout à Je l'heure. prends ma mission à cœur. Merci. Allez. Donc, votez l'unanimité, merci. Donc, on vérifiera bien sur le compte-rendu. Vanessa, tu vérifieras bien qu'au niveau des services, ça suive. Monsieur Cara, vous vérifiez que ça suit. Ah oui, oui, j'y manquerai pas. D'ailleurs, ça m'a échappé. J'aurais pas dû ne pas le voir. Réellement, hein, on avait vraiment dit. Dès qu'on Ah a mais un c'est bon, certificat médical- t'enfonces pas, c'est bon. Non mais je le refais là. Je suis pas d'accord. Donc, on a bien compris que tu avais lu le projet définitif. C'est pas vraiment là-dessus que je m'étais attardée. Ok, ça marche. Allez, on est à la dernière délibération. On a un conseil qui est court. C'est pour ça qu'on a pris un peu de temps tout à l'heure, puis on a quelques infos à vous donner. Donc la dernière délibération, c'est moi qui vous la rapporte. Elle concerne le contrat territorial global. Donc c'est encore un acronyme un peu barbare. C'est ce qui nous lie avec la CAF par rapport au versement des aides sur tout ce qui est petite enfance, éducation, jeunesse. Avant, les versements se faisaient en direct au niveau des communes. Ça fait depuis quelques années que ça passe à l'intercommunalité pour une redistribution derrière. Je vais essayer d'être succinct. Donc, il y a eu un premier contrat territorial global qui était, on va dire, un peu une coquille vide, qui s'est terminé. Il faut en engager un second qui va concerner la période 2024-2028. Ça concerne les objectifs concernent la petite enfance, l'enfance jeunesse, les jeunes adultes, l'animation, la vie sociale et même la formation. Donc, il y a des financements à ce niveau-là. On doit, comme il y a du retard avec l'ensemble des communes, on doit montrer qu'on a engagé la démarche auprès de la CAF. Donc c'est pour cette raison qu'on vous fait voter cette délibération-là, pour dire qu'on a amorcé le contrat territorial global 2, et on aura une obligation de voter la totalité du CTG avant fin novembre au plus tard, à la fois dans les communes où on devra délibérer au conseil communautaire. Donc il ne nous reste pas tant de temps que ça. Voilà, on reviendra plus en détail une fois que le projet sera finalisé, on vous donnera les grands axes. En tout cas, c'est important pour continuer à percevoir les versements de la CAF dans les différents programmes concernant les enfants sur la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Votez l'unanimité, je vous remercie. On a donc terminé
les délibérations. L'ordre du jour est épuisé. Il n'y a pas de questions orales des minorités du Conseil. Je vais vous lire les décisions donc du Conseil, décision du maire dont j'ai l'obligation de vous faire part. La 31-24, donc c'est bon, tu peux laisser tomber les croix. La décision 31-24, rénovation énergétique du centre culturel municipal, donc c'est lot 1, maçonnerie VRD. Le marché est conclu avec la société SARL Tonetti basée à Salange pour un montant de 33 937 € et 0,30 centimes hors taxe. Ouais, à mon avis, c'est pas ça. Donc, ça doit être 30,30 centimes. La décision 32-24, modification de l'article 3 de la régie de recettes taxe de séjour avec un encaissement maximal de 10 000 €. Décision 33-24, toujours l'école de musique, c'est le revêtement de surface. Donc, l'offre est infructueuse de la société Colas. L'offre de la société Colas, elle est infructueuse car excédant largement les crédits budgétaires alloués à ce marché. Donc on repart pour une consultation. Décision 34-24, construction d'une école de musique toujours, c'est de l'eau 8, les enduits de façade, revêtement de tuiles. Pas assez de concurrence, il y avait une seule offre qu'on rejette, qui était l'offre de la société CEDIP. Donc on repart pour ce lot également. La décision 35-24, toujours l'école de musique, c'est infructuosité pour les lots 11 et 15, il n'y a pas eu d'offre de déposer. C'était quoi 11 et 15 les lots? Il y avait menuiserie intérieure, genre, non, sur le centre culture, sur l'école de musique, non, c'est Alain. Alain, les lots 11 et 15, c'était quoi qui était menuiserie intérieure, un gros marché. Et puis après, changer aussi le prix des façades. Non, mais ça, on vient de le passer, les tuiles. Bon, c'est pas grave, oui, ça se voit. Donc, décision 37-24, tarifs communaux, saison culturelle 2024-2025. Décision 38-24, convention de mise à disposition d'un logement communal pour la saison estivale, donc situé donc dans les logements rénovés énergétiquement sur la route de Saint-Gervais, pour les surveillants de baignade, pour la période du 13 mai au 31 août 2024. Peut-être que l'été va commencer à un moment ou à un autre. Décision 39-24, c'est la désignation d'un avocat pour défendre la commune dans l'affaire Lupi contre la commune de Passy. Ça, c'était du PLU de mémoire, une attaque contre le PLU. Une autre décision 40-24, une autre désignation d'un avocat, cette fois c'est contre la société anonyme Le Grand Massif Domaine Skiable contre la commune de Passy. Donc on a nommé le cabinet Itinéraire Avocat à Lyon. La décision 41-24 concernant une autre affaire, Buot contre la commune de Passy, ça doit être encore le PLU. Non. Non. C'est une construction avant l'autorisation. Une autorisation sans permis de construire. Il y en a d'autres. Elle attaque le refus de l'arrêté, mais la construction est déjà réalisée. Donc elle risque d'être... On verra. On verra le jugement. Décision 42-24, convention de pâturage en alpage, donc accordée à M. Florent Salvetti pour 11 parcelles pour un loyer annuel de 156 €, 10. Donc ça doit être sur le secteur de Varan. Oui. Donc on remet des bêtes là-haut, c'est très bien. Décision 43-24, modernisation de la distribution électrique achetée à haute tension, basse tension à la base de loisirs. Donc marché infructueux, on n'a pas eu d'offre, donc on relance. Là c'était pour les transformateurs. Et décision 44-24, c'est la location de terrain Ossitom, avenant numéro 1, ajout de parcelles représentant une surface de 3464 mètres carrés. Et qui fait une surface totale de 22 645 mètres carrés. Voilà, j'ai terminé avec les décisions du maire. Quelques points d'information. Normalement, ça va défiler sur l'écran, à la fois sur Facebook et l'écran derrière moi. Donc, j'ai remis il y a 2 semaines avec la présidente de l'association Ville des Alpes de l'année, donc à laquelle, bien entendu, Passy participe. Vous vous rappelez qu'on a été élu Ville des Alpes de l'année 2022 pour les actions de développement durable qu'on avait mises en avant. On parlait de la cuisine municipale, ça en faisait partie, des espaces naturels, des espaces de la politique agricole également, toute la partie rénovation énergétique et diversification énergie renouvelable. Donc je fais partie ils m'ont proposé de faire partie du conseil d'administration. Donc c'est la Ville des Alpes, c'est l'association qui regroupe les 9 pays de l'arc alpin. Et donc là, Passy remettait le trophée qu'on a eu en 2022, parce qu'en 2023, en fait, il n'y a pas eu de trophée d'accordé. Si, pour plus précisément, il y a un trophée qui a été accordé à une ville qu'il avait déjà eu une vingtaine d'années auparavant, qui est Sondrio, en Italie. Donc là, j'avais l'honneur de remettre le trophée à la nouvelle ville des Alpes, qui est Cuneo, dans le Piémont.
une ville qui a appartenu au même territoire que Passy, hein, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne. Il y a énormément de symboles de la Savoie. D'ailleurs, Victor Emmanuel II, je l'ai pris en photo, qui est dans les salons de la mairie. Alors bon, c'est une ville de 55 000 habitants. Hein. On est quand même sur... Passy fait partie des plus petites villes des Alpes, avec Chamonix, je crois que c'est le cas de Sonthofen en Allemagne, la ville de la présidente. Donc j'étais avec Ingrid Fischer, la présidente, Magdalena Hauser, la directrice de l'association, et les élus. On a remis ce prix à Madame Manassari, qui est Madame le maire, ancienne sénatrice de Cuneo, qui a grosse stratégie en termes de développement durable et qui est beaucoup investi. Donc c'était intéressant, on a fait une super visite de la ville. Donc un bon moment passé avec nos amis italiens, autrichiens, suisses également. Pardon ? Slovènes, ils n'étaient pas là, les Slovènes, parce qu'il y avait un événement, ils ne pouvaient pas venir. Et puis la ville de Tolmin, la nouvelle municipalité, n'a pas souhaité poursuivre. C'est bien dommage. Alors pour la petite histoire, le maire de Tolmin en Slovénie, Oroš, qui était venu là d'ailleurs pour nous remettre le trophée, a été candidat aux élections législatives. Il a été élu député, ministre de l'Environnement, et là il est actuellement ministre de l'Agriculture. Donc voilà, c'est quelqu'un de grande valeur et je suis bien content pour lui. En tout cas, il fait un super boulot. Ensuite, on a les diapos, on a sorti le nouveau guide famille et guide à vélo, donc 2 publications qui ont été réalisées par les services de la mairie en termes de contenu, bien entendu, petite enfance, éducation, jeunesse, sport, culture. Donc réalisé 100% en interne par le service communication et Thibaut Piéguet. Donc c'est deux beaux manuels, agréables à lire. La version vélo est presque étanche à l'humidité, hein, c'est un papier spécial qu'on a pris. Voilà, donc dans le cadre d'Avélo 2, comme le souffle Christelle, avec les subventions. Donc voilà, qui sont disponibles dans les différents points de distribution de la commune. Tu nous fais un petit bilan du ski scolaire, Clément, sur la diapo qui suit? Non, on l'a pas faite. Non, bah voilà. Donc elle est derrière la diapo. Donc oui, donc cet hiver, on a malgré tout quand même eu du ski à pleine joue, contrairement à ce qu'on pense, un tout petit peu. Mais ça a fonctionné. Donc voilà, donc la glisse pour tous du CP au CM2. Ça a bien fonctionné encore une fois. On a une bonne collaboration entre tous les services, l'IUN et le fonctionnement va bien. On a eu quand même quelques heures qui n'ont pas été réalisées parce que voilà, lié au manque de neige. Essentiellement, c'était pas un problème d'accès à pleine joue parce qu'il y avait trop de neige cette année. C'est arrivé une fois quand même. Ça arrivera peut-être l'année prochaine. On espère. Ça reviendra. Ouais, ça reviendra, comme ça on ira faire du ski de fond dans la plaine. Comme à l'époque, mais non, là c'était pas à cause de ça. Et dans la deuxième diapo, donc là c'est plus intéressant, on voit un peu plus de détails. Donc voilà, c'est le nombre d'enfants qui ont participé sur le nombre de semaines. Voilà, les différentes pratiques également, les étasses mises à dispo, les vacations. Je reviens juste sur le budget total. Donc en fait, on voit que le budget total est essentiellement dû au transport. Et depuis cette année, nous n'avons plus de subvention pour le transport, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une subvention pour le transport, pour le ski scolaire, il faut qu'il y ait des nuitées en station. Donc les 2 dernières années, on avait une subvention qui couvrait justement ce budget du transport, mais là, on ne pouvait pas cette année, quoi. Donc voilà. On a vérifié avec Thierry et c'était pas possible. Les subventions de la région ? Ouais, tout à fait. En fait, ils font la promotion du ski à travers les séjours, exactement. Et dès l'instant qu'il y a nuitée, il y a prise en charge du transport. Voilà. Donc il faut qu'on les fasse dormir à pleine joue et puis après, ça sera bon. Ouais. Bon, alors il faut trouver l'hébergement. Cabane dans les arbres, il va pas en avoir assez. Non, ça s'est bien passé, on reconduit l'année prochaine. Il y a eu peu d'annulations, hein, contrairement. Alors, on a eu un gros problème d'enneigement à partir de début février, mais il y a eu peu d'annulations, donc les classes étaient contentes, on a vu dans les conseils d'école. Et puis, on essaie de renouveler le parc de ski de fond régulièrement. Il y a eu des rachats de faits via le magasin à pleine joue, c'était l'année passée, de mémoire. Donc, on essaie de faire un renouvellement permanent. Ce qui bloque souvent, c'est les chaussures, parce qu'en fait, les gamins, ils font toute la même pointure. Donc, souvent, c'est là où c'est un peu compliqué. Après, le matériel est en bon état quand même. Moi, j'y suis allé une journée aussi pour l'encadrement. Non, c'était bien, les enfants apprécient. Et je reviens toujours pas du nombre d'enfants qui ne voient pas la neige dans ces quantités. Ils voient la neige tomber en bas, mais il y a un gamin en sortant du bus, la première chose qu'il a dit, mais il y a tant de neige que ça au-dessus de chez moi. Et en fait, il a vu qu'il y avait 50 cm. Pour lui, il ne revenait pas, quoi. Donc, c'est impressionnant le nombre d'enfants qui découvrent la quantité de neige quand même. Donc, ce qui prouve la pertinence du ski de la glisse pour tous, c'est qu'il faut peut-être le rappeler que depuis 2020, on l'a décalé à partir des CP. On était CE2, CM2 dans l'ancienne municipalité, et là, on est passé du CP, ouais.
Voilà. Et on a rajouté la possibilité de faire du snowboard. C'est volontaire par rapport à tous les enfants des écoles qui sont en ski club ou qui pratiquent le ski à un bon niveau et qui puissent justement découvrir une autre activité et pas faire que du ski alpin. Ouais, non, mais c'est super. Patrick, tu veux compléter? Non, c'est bon. Le budget global, c'est combien? Tu l'as là. Ah, mais comme j'ai pas des yeux dans le dos. 18 000 euros. Location de matériel, 1 000 euros et les vacations ESF aussi. Ouais. Alors, puis, donc les bon vacations ESF sont aussi dépendent des étapes qu'on a ou pas. En fonction des diplômes. Voilà, exactement. Donc si on arrive, je refais un appel à ETAPS pour l'année prochaine, si on arrive à avoir les bonnes personnes, on peut encore faire des économies à ce niveau-là, quoi. Non, mais un bon partenariat avec le SF, les magasins Skifiz et la station, qui s'est toujours démenée pour avoir un tracé de ski de fond et tout, même les autres années, avec faible enneigement. Donc on est plutôt content quand on voit le nombre d'enfants concernés à Passy. C'est plus de 600 enfants qui montent et comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents skieurs et qu'on se réflexe là. Et donc notre volonté, c'est de pouvoir faire partager à tous les enfants de la commune de découvrir les joies de la neige et de la glisse également. Diapo suivante, on a les sportifs de haut niveau. On reste dans le domaine du sport. Avec Patrick, vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Vas-y. Donc là, c'est les résultats d'avril et mai. Donc on a Éléonore qui a fait une très bonne place, normalement de mémoire c'était en Norvège, 4e place européenne sur le Freerboard Tour Junior. Elle a bien snowboardé là-haut en Norvège. Et on a Quentin, donc un tout récent qui vient de rentrer, qui a un très bon niveau, qui était en espoir de mémoire l'année passée. Et là maintenant qui est en élite et qui décroche une 20e place en élite. Donc pour vous donner une idée, les premiers c'est ceux qui vont au JO quand même. Donc c'est ça en VTT, t'as pas dit? Ouais, VTT cross country, pardon. Donc en fait, je connais plus c'est en cross country au JO, mais c'est l'équivalent des Pauline Ferrand-Prévot chez les filles, quoi. Donc il se rapproche de ce niveau-là. Donc on va voir ce que ça va donner dans le futur. Il finit 13e à la Coupe d'Italie, c'est sa meilleure performance. Donc voilà. Et puis un petit mot pour Maëlle qui a eu un petit souci de santé. Un petit virus qui a fait qu'elle n'a pas pu participer à la Vuelta. Donc voir si elle prendra la sélection pour le Tour de France féminin de cette année. D'ailleurs, ça va se savoir bientôt, je crois, normalement. C'est courant juin, c'est ça, hein? Ouais, je crois que ça doit être courant juin. Ouais, c'est le Tour d'Espagne, la Vuelta. Ouais. Ok. Patrick, tu nous dis un petit mot sur les volleyeurs? Oui, très rapidement, une très bonne nouvelle sportive pour un de nos 35 clubs de la commune. Le Passy-Salanches Volley, qui a réussi à qualifier 3 équipes en finale du championnat de France qui s'est passé à Bastia en Corse. Une équipe masculine qui termine première et qui est championne de France. Une équipe mixte qui est 3e, qui est donc montée sur le podium. Et une équipe féminine qui est montée sur le podium. Donc les 3 équipes qui sont parties au final du championnat de France sont toutes les 3 revenues avec un podium. Donc c'est très encourageant pour ce club qui a à peu près 150 licenciés. Voilà, c'est très encourageant et puis ça fait plaisir parce que on a des fois des déboires avec certaines associations. Des déboires sportifs, tu veux dire? On voit que ça te pèse. Très bien, merci Patrick. Sur la semaine prochaine, justement, le 3, on recevra les collégiens qui ont participé au raid en Corse, là, pour les féliciter de leur performance. En termes de calendrier, le 4, donc ça sera mardi, on inaugurera la Grande Rue Salvador Allende, donc on fera ça au sein de l'école de Chède Centre, en espérant que le temps soit de la partie, mais sinon on pourra se mettre à l'abri, donc ça c'est bon, mais bon. J'espère que ça évoluera positivement. Le 8, il y aura le concert de printemps de l'harmonie municipale, donc à l'église de Chède, de mémoire. Et l'école, et c'est le même jour? Au même endroit? Au Parvis? D'accord. Ok, donc les aficionados de musique vont faire les 2 sites. Et puis une info sur les réunions publiques. Donc elle démarre demain soir, vendredi 31 mai, donc on sera à Chède à la salle paroissiale. Le 4 juin, on sera au chef-lieu, donc ici dans la salle du conseil municipal, donc mardi 4 juin. Le 7, on sera au plateau d'Assy au cinéma. Le 11, on sera à Marlioz. Alors petite attention, ils arrêtent tous de parler. À Marlioz, on change de lieu, donc on l'a bien spécifié dans le magazine. On fait un test dans le hall d'entrée du Parvis des Fises, vu que la salle a été un peu modifiée au niveau de la salle du bâtiment que l'on prête au club de foot. Donc on va tester dans le hall du Parvis des Fises, puis on n'est pas loin des Cèdres Rouges, donc c'est peut-être plus accessible pour les habitants. Et puis donc le 14, on finira pour le secteur de l'Abbaye Les Plagnes. Et là, encore une fois, on sera à l'école de l'Abbaye pour des raisons d'accessibilité, de parking, c'est quand même plus commode.
Et puis pour les personnes à mobilité réduite, c'est tout de plein pied, c'est plus simple. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai terminé. S'il n'y avait pas de questions autour de la table, il est 20h49. Je clôt officiellement l'heure du conseil et vous invite au pot de l'amitié sans plus tarder. Merci à tous, bonne soirée.